Alors, je veux vraiment vous parler de la création de la DPAJR, là, comme on dit, la DPAJ, là. Puis on a mis le terme adaptabilité juste pour que tout le monde s'en fâche dans ce mot-là, là. Mais moi-même, j'en fâche dans le mot adaptabilité. Je te fais un petit clin d'œil, Marielle. Mais je veux peut-être revenir un petit peu en amont parce que, oui, effectivement, en 2006, j'ai probablement rencontré Serge avec les travaux en LGPA parce qu'on travaillait beaucoup pour la bonne mesure au bon moment, puis garder nos acquis au Québec versus le fédéral avec des lois qui étaient un petit peu plus restrictives. Fait qu'on travaillait beaucoup là-dessus, mais c'est en 2013 qu'on a débuté les travaux pour le programme de mesures de rechange général. Ça fait que c'était vraiment les premiers balbutiements en 2013. Alors, je te remémore des bons souvenirs, Serge. Alors, de 2013 à 2018, j'ai géré Serge toute seule. Après ça, j'étais plus capable. Ça me prend... Il a fermé le micro. Mais il n'y aura pas le dernier mot, Audrey. Il a coupé mon micro, là. Excuse-moi, Monsieur Charbonneau, je veux dire. C'est ça qu'il voulait que je dise, Monsieur Charbonneau. Alors, en 2018, il y a eu la création de la DPAJR pour que, justement, que toute l'équipe puisse gérer Serge et non pas juste moi. Mais trêve de plaisanterie, en 2018 est arrivé, c'est mon nouveau meilleur ami que je connais pas par ailleurs, Jordan, Larry Jordan. Fait que ça m'a tellement parlé quand M. Noro hier nous parlait, tu sais. Moi, j'étais dans ma tour de verre dans le château, puis j'essayais de trouver des idées novatrices, mais je me cognais le nez sur justement les murs du château, les murs intérieurs du château. Puis là, j'étais comme, comment que je ferais bien rentrer d'autres amis pour faire la justice autrement? Puis ben, c'est Larry Jordan qui nous a donné une petite clé. Il a fallu vraiment réfléchir à dire, ben OK, il y a des délais judiciaires importants, comment qu'on peut faire pour réduire les délais? Ça, c'était notre prétexte, réduire les délais, mais on savait qu'il y avait des bienfaits aussi pour les personnes contrevenantes et les personnes victimes. Mais ça, c'est venu comme accessoirement, mais c'était pas grave parce qu'on avait une clé, réduire les délais. Alors, en 2018 est venu aussi le plan pour moderniser le système de justice pour réduire les délais suite à Jordan. Il y a eu 500 millions qui ont été investis dans la justice, dont 25 millions pour des pratiques innovantes. Donc, d'où la création de la direction aussi pour essayer de dire, ben combien, 25 millions, pas juste pour une année, là, 25 millions sur 5 ans, mais quand même, avant ça, c'était zéro. Là. Ça fait qu'on a passé de 0 à 25 millions. Ça fait qu'on a passé on réfléchit dans un local avec des partenaires à, faut faire quelque chose rapidement. Ça fait qu'encore une fois, tu sais, vous avez Équijustice, puis, ben dans le temps, le Rojac, là, mais, tu sais, votre équipe, ils ont été vraiment agiles, puis, tu sais, on dit, OK, on se lance dans l'aventure, puis on regarde qu'est-ce qu'on peut faire. Ça fait qu'on a fait un projet pilote, puis là, Mélanie va pouvoir vous en parler, là. Mais c'était vraiment la création de la direction avec Larry Jordan et le budget qui nous a été alloué. Qu'est-ce qui est important aussi pour nous, c'était d'avoir une chercheuse qui soit là jour 1 pour nous démontrer, tu sais, que le projet pilote, qu'est-ce qui marche pas, qu'est-ce qu'on peut améliorer, parce qu'un projet pilote, par sa définition, c'est de dire comment qu'on peut s'améliorer en marchant. Là. Tu sais, on voulait pas dire on marche puis on verra après qu'est-ce qu'on a accompli. Non, on marche puis on se fait regarder sous tous ces angles. Puis Catherine Rossi, faites-vous-en pas, elle nous regarde sur tous nos angles. Puis des fois ça fait mal, des fois ça fait du bien, mais c'est nécessaire. Puis on est content de l'avoir avec nous depuis jour 1. Alors, est-ce que quand on a créé la direction, on s'est donné quand même des missions, une mission. Fait que puis je la lisais, puis j'étais comme, OK, c'était quand même pas pire, puis peut-être qu'il y aurait lieu de la retravailler, mais ça, quand même, en 2018, on était là. En faisant preuve d'innovation, développer une justice adaptée et axée sur la réhabilitation et la réinsertion au bénéfice du contrevenant, tout en tenant compte des personnes victimes et de la collectivité. Alors, je rajouterais personnes victimes minimalement aujourd'hui, mais bon, on est vraiment là de dire, on veut aussi arrêter les portes tournantes, là, parce que si on prend pas soin des contrevenants, si on regarde pas les vulnérabilités de ces personnes-là, ben ils vont recommencer. Puis, si on peut faire moins de victimes, si on peut inclure les personnes victimes et la collectivité dans la réparation, ben c'était super intéressant. Puis, ben j'ai pas appris ça toute seule dans ma tour d'ivoire. Là, c'est vraiment
ben Serge au départ, puis toute votre équipe qui m'a vraiment mis en lumière toutes ces belles avancées-là. Ça fait qu'on parle d'innovation, mais moi, c'était une innovation dans notre château parce que vous étiez déjà sur le terrain en train d'innover depuis longtemps. Là. Ça fait que moi, j'appelle ça une innovation, mais une innovation au ministère de la Justice parce que vous étiez déjà là bien avant 2018. Quand on parle de vision, bien ça me parle encore vraiment beaucoup. Là. S'engager à faire autrement pour construire la justice de demain, mais la justice d'aujourd'hui aussi. Comment qu'on peut faire autrement? Puis on l'a entendu avec nos panélistes tout à l'heure. Oui, le droit civil, oui, le droit pénal, puis j'allais faire un anglicisme, mais j'ai dit, mais autre chose, qu'est-ce qu'on peut faire? Comment qu'on peut répondre aux besoins des personnes victimes? Comment qu'on peut répondre aux besoins des personnes contrevenantes? Puis c'est ouvert, là, on est ouvert à écouter, puis à entendre, puis à essayer des nouvelles choses. Fait que ça, on est vraiment là encore aujourd'hui, puis on trouve ça vraiment intéressant. Mais ça se fait pas sans nos partenaires. Wow, le lien, hein? Puis là, nos partenaires, je le vois pas bien, là, mais ben, de toute façon, je les connais bien, mes partenaires. Puis qu'est-ce qui est important? Qu'est-ce qui est important pour moi? Ben, pour toute l'équipe, là, pour le ministère de la Justice, puis même pour le ministère de la Santé, je parle pour toi, Cynthia, mais je suis certaine que tu vas être d'accord avec moi. La concertation, là, c'est un incontournable. Puis, tu sais, hier, on parlait puis je m'excuse de faire des liens, là, mais c'était trop important. C'était trop important. Il y a une personne qui était là comme, ouais, mais on a peur d'être instrumentalisé. Ben, en tout cas, pour moi, là, ça peut pas être possible parce qu'il faut respecter les expertises de chacun. Fait que quand moi, ben, je dis moi, là, mais c'est nous, là, parce que ça me tient tellement à cœur que je m'approprie, là, mais c'est vraiment pas ça. Tu sais, pour nous, là, dans la concertation et dans la collaboration, il n'y a pas personne qui est instrumentalisé. Pourquoi? Parce qu'on respecte les expertises de chacun. Vous êtes puis dans le PMRG, on l'a vu, on le voit beaucoup, vous êtes expert dans votre domaine, la justice est experte dans son domaine, puis les collègues de la santé sont experts dans leur domaine, puis les collègues de la sécurité publique sont experts dans leur domaine, puis chacun respecte. Puis je dis pas qu'il n'y a pas de petits accrochages une fois de temps en temps. Les directeurs des poursuites criminelles et pénales sont très, très experts dans leur domaine. Je dis pas que c'est parfait qu'on n'a pas des petits accrochages, mais on réussit à dire tu veux que je respecte ton expertise, ben il faut que tu respectes mon expertise. Fait que ça, c'est vraiment important. Puis je veux vraiment qu'on soit, nous, comme fonctionnaires, les gardiens de l'expertise de chacun. C'est parce que si on se met à être expert du voisin, mais ça fonctionne pas. T'as ta propre expertise, les procureurs ils ont leur propre expertise, puis on se respecte là-dedans. Fait que c'est vraiment important. Ce que j'ai, le milieu de la recherche, excuse-moi, Catherine, elle aussi, mais son expertise est plus que précieuse parce que de nos jours, puis c'est bien correct aussi, là, ça nous prend des données probantes si on veut avoir du financement. Ça fait que, tu sais, ça, mettons, Catherine Rossi vous demande des données, là, je ne pas après elle, ça nous aide à avoir du financement. Fait que des données probantes, ça fait des mesures structurantes. C'est un peu fonctionnaire comme, comme approche, mais c'est ça, c'est la réalité 2023. Alors, je passe la parole à mes collègues. J'ai terminé pour moi. Voilà. Donc, bonjour tout le monde. En fait, moi, je vais vous parler rapidement du PMRG parce que je suis très consciente que la grande majorité connaissent très bien le PMRG, puis on l'a souligné hier d'ailleurs, qu'il y a eu 5 ans l'automne dernier. En fait, pour tous ceux qui ne le connaîtraient pas, le PMRG, c'est un programme volontaire de déjudiciarisation pour adultes qui ont commis une infraction criminelle qui est admissible au programme. En fait, ça leur donne la possibilité de prendre acte, ça leur donne la possibilité d'assumer la responsabilité de leurs actes autrement que par le processus judiciaire traditionnel. Les objectifs du programme. Oublie pas de manger ton micro. Ouais. Donc, les objectifs. L'objectif premier, en fait, dans un premier temps, c'est de s'assurer d'assurer la réparation des torts causés auprès de la victime. On souhaite aussi responsabiliser l'accusé, prévenir la commission de nouveaux délits et aussi favoriser la prise en charge de certaines vulnérabilités là, qui ont pu contribuer au démêlé avec la justice de l'accusé. Ensuite, tu peux changer.
Il y a des conditions préalables pour être admissible au PMRG. En fait, ces conditions-là, il y en a deux. L'accusé doit se reconnaître responsable de l'acte ou de l'omission à l'origine de l'infraction et il doit être volontaire pour participer aux mesures de rechange. Et ces conditions d'admissibilité-là sont vérifiées par des agents de probation dans le cadre du programme. Ensuite, on est rendu là. Lorsque le procureur, non, on est rendu à l'autre avant. Centre d'aide aux victimes d'actes criminels. En fait, quand le procureur décide de référer un dossier au programme parce que les conditions sont rencontrées, l'infraction est admissible, il va en informer le Centre d'aide aux victimes d'actes criminels qui, lui, va prendre contact avec la personne victime. Dans un premier temps, il va l'informer de la possibilité que le dossier soit référé au programme, mais aussi il va lui donner de l'information générale sur le programme et il va aussi l'informer de la possibilité de parler au procureur pour lui transmettre des informations sur le dossier qui l'occupe. Par la suite, lorsque le dossier est effectivement référé vers le programme, il va être transféré à l'organisme communautaire qui passe d'abord dans un premier temps par Équijustice centrale qui va référer à l'Équijustice locale où est domicilié l'accusé. Et à ce moment-là aussi, le CAVAC va recontacter une deuxième fois la victime pour lui confirmer dans un premier temps que le dossier est bel et bien référé au programme et aussi pour lui demander son autorisation de transmettre ses coordonnées à l'organisme communautaire, à savoir s'il veut participer dans le processus du programme de mesures de rechange. Et en fait, les mesures de rechange elles-mêmes, il y en a quelques-unes qui sont disponibles. Il peut s'agir d'une mesure de réparation envers la victime. En fait, c'est la première chose qui va être vérifiée. S'il y a une victime dans un premier temps, si elle souhaite participer, c'est ce qui sera envisagé, une réparation auprès de la victime. Ça peut se faire là, par le biais d'une médiation ou ça pourrait être aussi des travaux auprès de la victime elle-même. En tout cas, toutes les possibilités sont ouvertes de ce côté-là. Ensuite de ça, s'il n'y a pas de victime ou qu'elle ne souhaite pas participer, ce sera des mesures de réparation envers la collectivité. Et puis ça peut se traduire soit par des services à la collectivité ou un dédommagement financier envers la collectivité. Il y a des mesures de sensibilisation. Les mesures de sensibilisation qui peuvent être envisagées aussi lorsque l'accusé aura autorévélé certaines vulnérabilités et qu'il souhaite travailler là-dessus. Et il y a aussi les mesures humanitaires qui peuvent être envisagées là, lorsque tout ça n'est pas possible et que, par exemple, je peux vous donner, là, ça serait quelqu'un qui serait dans une très grande situation de vulnérabilité, comme en situation d'itinérance, par exemple. Ça s'est déjà vu dans des cas de PMRG. Il restera un petit 5 minutes avant la période de questions. Parfait. Bien, en fait, je vais profiter de ce petit bout-là pour vous présenter la vidéo qui a été réalisée par les collègues de la Nouvelle-Écosse, qui est une cause qui a été envoyée en PMRG. Donc, on voit bien qu'est-ce qui s'est passé et comment ça s'est traduit par la suite. Donc, on peut lancer la vidéo. My name is Megan Peters, and I'm the co-owner of the Tall and Small Cafe in Antigonish. We opened 12 years ago. We just had our anniversary. It's definitely a work of passion and love, and we definitely get that back from the community for sure. After my husband and I had gone on a rare vacation to Halifax for a night, we left the cafe in some very capable hands. The day that we got back, we discovered that there was some money missing. We checked on our cameras and we discovered that we were broken into and robbed. Last year, I honestly don't remember everything about it. I was drinking and I ended up just walking by the cafe and slipping through the window. I don't know what exactly was going through my head. I
never thought about doing anything like that before, or I never thought I would ever do something like that. It was just a stupid night when I was 21 years old and just could have really ruined the rest of my life. It's awful. My first reaction to watching the video was I was angry and disgusted and hurt. There was a lot of backlash from the community. People were up in arms about it. It's such a community place where everyone gathers and spends lots of time, and everyone kind of feels like, you know, it's theirs a little bit. So when this happened, everyone felt like it was happening to them. So. We read a lot of posts on different social media sites that were just terrible. And understandably, but some of the things were just completely unnecessary. Most of it was completely unnecessary. So we posted a little post on Facebook and just said, you know, please remember that this is a person and try and treat her kindly. And so I spoke to Adam Merchant and I said, Adam, like, if there's any way I could meet this woman, I think it would make me feel a lot better about the situation. So Adam, Constable Merchant, I should call him, went and spoke with the Crown, and the Crown called me and they assessed the situation and said, you know, there is something called restorative justice, and it is a program that could possibly be available to you. So they spoke with Carolyn and she was willing to do it, and so it went from there. Person who was harmed gets to decide kind of what they, within reason of course, what they think that would be a good thing for the person to do. So we decided to have a community dinner, and Carolyn and I cooked for over 130 people. It was a really positive experience, and the community got to see that she's actually an amazing person and that she just made a mistake, and kind of restore that hurt that happened within the community as well. Yeah, I went to the community dinner that they put on, and I met her and got to know her a little bit. And so, yeah, I think that was important for the community to move on. It's not easier. It's not a get out of jail free card. It's scary, and it shows me the impact that I really had on a real person and a real community and a real family, rather than just never putting a face to it. And so it's not easier, it's just better for everyone. Had things gone differently and I had gone down the regular path of going through the legal system and everything, I never would have been able to come out of the dark place or a negative place. I would have probably spiraled further down in my own mental health, and I can't even imagine how different things would be right now. Yeah, I mean, for me, I cherish this relationship now. Megan's been, she's a real role model. She's the type of person that I wish that I can be and strive for, and just a great person. So, yeah. And I admire Carolyn's courage and her willingness to make things right. And this is a hard thing to do. Very courageous. Alors, c'est un super bel exemple de ce que vous faites, mais qui se fait en Nouvelle-Écosse aussi. Puis, je vais juste faire... Juste mettre en lumière que, tu sais, des fois, les procureurs, ils me trouvent donc bien tannante d'aller voir, tu sais, de pas négliger les personnes victimes
corporative, là, ben, c'est un bel exemple que, tu sais, une victime corporative qui en a retiré beaucoup, mais il y a eu aussi le dialogue avec la communauté dans cet exemple-là qui est vraiment bien. Alors, c'était juste une petite parenthèse. Bon, puis parenthèse, on ne le présentera pas parce qu'on l'a présenté, mais c'est un super beau programme aussi. Alors, il y a également dans notre direction, mais aussi avec la direction du Bureau des affaires autochtones, qui est maintenant une direction des affaires autochtones depuis peu, le PMRA, le Programme de mesures de rechange pour les personnes autochtones. La différence avec le PMRG, c'est que les infractions sont commises dans la communauté, puis certains PMRA vont inclure la violence conjugale. Fait que pour nous, pour les allochtones, là, on n'est pas là du tout, mais pour les personnes autochtones, pour les communautés autochtones, eux sont rendus là, ils peuvent avoir de la violence conjugale dans le PMRA. Juste pour vous parler un petit peu là, des mesures qui vont être privilégiées dans un PMRA, bien sûr, la réparation auprès de la personne victime, mais les types de mesures, là, on a beaucoup les personnes vont aller pêcher, puis leurs prises vont être déposées dans le frigidaire communautaire pour aider la communauté. On a aussi participé à des activités de guérison traditionnelles comme des séjours on the land, comme on dit, et puis des sweat lodges. Mais on aime aussi que les personnes autochtones participent à des activités d'implication dans la communauté, comme aller bûcher du bois pour les personnes aînées ou pour aider les organisations locales. Ça fait que ça, c'est le programme de mesures de rechange autochtone, qui est quand même, pour le reste, là, vraiment similaire avec le PMRG. Puis là, je ne veux pas vous assommer, mais là, il s'en vient, puis il y a quelques projets pilotes, dont un à Montréal, un à Val-d'Or, puis on regarde ailleurs aussi, ça s'appelle le PMRG AMU. Alors, le programme de mesures de rechange pour les personnes autochtones en milieu urbain. Alors, tu sais, les gens, pour le programme de mesures de rechange général, on peut inclure les personnes autochtones, mais on aimerait bien on sait que la réparation, c'est plus facile et plus significatif quand que c'est fait à même leur communauté. Alors, les personnes autochtones qui vivent en milieu urbain, on aimerait apporter une grande signification là, au niveau de leurs mesures. Ça fait qu'on travaille là-dessus également. Merci. Merci Audrey. Merci Mélanie. Catherine s'en allait applaudir. On peut les applaudir pour cette première portion-là. Je te regarde. Je prendrais peut-être une question. Je ne sais pas s'il y en avait en ligne ou en salle. Pas en ligne. En salle, est-ce qu'il y avait quelque chose? Sinon, on peut passer tout de suite. C'est peut-être des mesures plus connues. Ah, Monsieur Simard. Attention, Monsieur Simard a sa question. Ou son commentaire. Non, c'est une question à Maître Turmel. Quand vous dites que en milieu urbain, autochtone en milieu urbain, est-ce que vous faites référence en dehors des communautés ou vraiment en milieu urbain? Bien, présentement, c'est vraiment dans les villes de Montréal et de Val-d'Or, mais oui, en dehors de la communauté. C'est une très bonne question. Ça pourrait être en milieu rural, là, mais effectivement. Parce que le PMRA, c'est dans la communauté, mais si les personnes autochtones commettent une infraction en dehors de la communauté, qu'on parle urbain, entre guillemets, il pourrait très bien faire un PMRG AMU quand c'est disponible. Okay. J'avais une autre petite question, si vous me le permettez. Je ne sais pas si vous allez pouvoir répondre, mais vous dites que le PMRG autochtone permet d'adresser les situations de violence conjugale, ce qui n'est pas possible dans le PMRG actuellement. Est-ce que l'un dans l'autre, on peut tirer des leçons qui pourraient permettre, par exemple, un élargissement dans le PMRG sur ces questions-là? J'ai oublié de dire que, tu sais, s'il y avait des questions politiques, je vais dire comme Alexandre, je le sais pas. Mais non, mais c'est intéressant quand même, puis je vais répondre, pas pour le ministère de la Justice, mais pour Audrey Turmel. Oui, effectivement, on est content d'avoir Catherine Rossi qui va regarder ça, qui regarde aussi les communautés autochtones, qui apprend des bonnes pratiques, des pratiques innovantes. Mais pour les personnes autochtones, comme vous le savez, il y a beaucoup d'emphase qui est mise sur les tribunaux spécialisés en violence conjugale, en violence sexuelle. Ça fait qu'on est vraiment dans cette étape-là, là, donner toutes les chances, toute la place aux personnes victimes qui veulent le faire, de porter plainte, en sachant très bien qu'il y a d'autres opportunités, mais pour l'instant, le ministère de la Justice vraiment se concentre sur ça, là. Puis, tu sais,
moi, je suis très optimiste à l'idée qu'on pourrait ouvrir ça plus tard, mais de laisser toute la place aux tribunaux spécialisés de se déployer. Puis si on peut apprendre des communautés autochtones, c'est vraiment génial, là, parce que on s'en cachera pas, la justice réparatrice, là, c'est inspiré fortement d'eux aussi. Là, ils nous apprennent tellement de choses, tellement de belles choses qu'il faut juste s'en inspirer. Ça fait que la réponse, ce serait oui, mais vraiment pas dans un avenir très rapproché, là. Merci pour la question. On va passer à une autre section. Je crois qu'il est l'idée d'abord par Cynthia. Ah, pardon, il y avait une question en ligne, je m'excuse, je ne l'ai pas vue. Fait qu'une question en ligne, puis ensuite on s'en va vers toi, Cynthia. Oui, donc on a une question en ligne anonyme. Ça va comme suit. Donc, bonjour, est-ce que le recours au PMRG entraîne la création d'un dossier criminel pour l'accusé? Merci. En fait, si la personne réalise les mesures de rechange telles qui ont été déterminées au départ, qu'elle passe à travers le processus, effectivement, il y aura un rejet des accusations par la suite. Et puis, 1 an après le rejet des accusations, la personne accusée pourrait demander d'effacer son dossier au plumitif. Donc, ce que ça fait, effectivement, il n'y aura pas de dossier criminel, là. Merci. Cynthia. Bonjour tout le monde. C'est plus complexe qu'une plateforme Team, hein? Gérer le micro, le papier, Je vais essayer de suivre. Donc, on est ici pour parler du PAGSM, donc le programme d'accompagnement justice santé mentale, qu'on va appeler PAGSM, c'est beaucoup plus simple, qui est un partenariat avec le ministère de la Justice, en fait, tant pour le financement que pour le développement et la gestion de tout ça. Le but, on va y arriver. Le but, en fait, c'est d'adresser des situations d'actes criminels avec des personnes qui ont des problèmes de santé mentale ou des vulnérabilités. J'essaie de me concentrer, mais il y a comme des petits ronds qui bougent. Et qu'il y ait un lien, en fait, entre la commission de l'acte criminel et la problématique de santé mentale, pour que ces personnes-là aient des sentences qui sont non privatives de liberté et qui mènent régulièrement par des rejets d'accusation. Ce qu'on a comme clientèle cible, donc, ce sont des personnes qui ont des problèmes de santé mentale à l'avant-plan, qui a vraiment un lien entre la commission de l'acte et le problème de santé mentale. Donc, ce n'est pas le fait d'avoir un diagnostic en santé mentale qui mène à une admission au PAGSM, par exemple. Il faut qu'on soit en mesure de faire face au processus judiciaire, donc en mesure de s'investir, de suivre un plan d'intervention avec son équipe et tout ça. Je vais vous l'expliquer plus tard comme il faut. Faut être apte, donc les gens qui sont en évaluation d'aptitude à subir un procès ne sont pas admissibles et les gens qui sont non responsables criminellement non plus ne sont pas admissibles. Donc, il faut être apte au niveau juridique. Il faut être capable de se présenter à la cour régulièrement, donc il faut vraiment être, c'est pas juste une question de mobilité physique, là, mais être en mesure là, de suivre toutes les étapes. Il faut renoncer au délai judiciaire parce que le délai habituel pour le PAGSM est plus de 12 à 18 mois, donc pour certaines infractions, ça rallonge un petit peu le processus judiciaire. Et à la base, ça s'appelle PAG santé mentale, mais ce qu'on veut tendre beaucoup, c'est vers vulnérabilité, donc adresser une clientèle aussi qui a un problème de dépendance, qui a un problème de trouble du spectre de l'autisme, de déficience intellectuelle, de TCC, là, donc de traumas crânio-cérébraux. C'est difficile de de couper des fois entre la dépendance, la santé mentale avec un petit peu de DI, donc on essaie d'être plus inclusif là, dans la clientèle qu'on recherche. Le fonctionnement, en fait, c'est, avant de se rendre à l'évaluation clinique là, de l'intervenant, il y a une référence au PAGSM, donc il y a un procureur qui va regarder le dossier, qui va voir des indicateurs de santé mentale et qui va envoyer un dossier, le dossier judiciaire, en fait, à une équipe de la santé. Nous, notre travail, en fait, c'est de bien évaluer le patient, de faire le lien entre la commission de l'acte et la santé mentale,
Fait qu'on va vraiment aller avec une évaluation du fonctionnement social là, classique, donc aller chercher le consentement de notre client, créer notre lien de confiance, évaluer comment il fonctionne, c'est qui, c'est quoi ses facteurs de risque, ses facteurs de protection, qu'est-ce qui l'a amené dans le fond à passer à l'acte. Le but de tout ça, c'est vraiment de cibler des objectifs thérapeutiques pour l'aider à ne pas tomber dans la criminalité ou dans ses délits et essayer de le réarrimer avec des équipes, essayer de le réaffilier si on parle d'une clientèle qui est plus itinérante. Et on va élaborer plutôt, un plan d'intervention avec lui. Et suite à ça, c'est là où on va le recommander comme participant au PAGSM. Je m'excuse, je dis patient, des fois participant, ça devient mêlant. Je vais essayer de m'en tenir à participant, je suis vraiment désolée. Ce qu'on va aller chercher beaucoup, c'est le consentement parce que c'est une chose pour un client, un participant, de consentir au PAGSM. Oui, ça devient mêlant, le langage justice, santé, donc participant. Donc, c'est une chose de dire oui, je veux participer au PAGSM, mais c'en est une autre de consentir à recevoir des soins de santé. Parce que quand on arrive dans l'interface avec la santé, ce sont toutes les règles à L4S qui s'appliquent. Donc, il y a des notes qui sont mises au dossier médical, il y a des évaluations qui sont faites, fait qu'on va valider ce consentement-là aussi. Puis, on va aussi valider le consentement au partage d'informations parce que il y a un consentement qui est signé quand on fait partie du PAGSM comme participant ou moi, comme intervenant de la santé, je peux parler avec le procureur de la Couronne, je peux parler avec la défense, je peux parler avec tous les gens qui sont impliqués. Ça fait pas de moi quelqu'un qui peut aller chercher l'ensemble des dossiers médicaux de mon patient un peu partout dans différents établissements. Donc, on permet on maintient en fait cette particularité de la L4S-là qui n'est pas inclue là, dans le PAGSM. Quand on fait le plan d'intervention, mais là, c'est facile, on présente surtout à des intervenants, mais on met beaucoup l'emphase quand on parle du PAGSM sur le plan d'intervention pour que tout le monde comprenne que c'est pas un programme de complaisance. Donc, je fais partie du PAG, j'ai juste à me présenter à la cour et je m'en sors bien avec le rejet des accusations. C'est pour certaines infractions, c'est plus long que si la personne avait plaidé coupable, par exemple. On va travailler avec lui sur des objectifs. On va l'élaborer comme il faut. On va le mettre sur papier avec les moyens que le participant doit prendre. C'est un plan d'intervention par personne, comme on fait en santé. C'est pas un one size fits all parce que c'est le PAGSM, là. Donc, chaque participant, mon Dieu, son plan d'intervention et ça va évaluer selon le cheminement là, que la personne en fait. Et c'est à partir de ça qu'on va regarder la fréquence. Est-ce que nous, on doit le revoir plus souvent entre les fois où il se présente à la cour ou c'est suffisant là, à chaque 2 mois, par exemple, où il y a besoin d'une fois par semaine. Fait que ça va être vraiment dépendant de la personne, de ce qu'elle a besoin. Les joies de la technologie. Désolée pour les mots de cœur. Tu sais, Cynthia, patient, client, on te suit, hein? Oui, on peut patient, client, le PAGSM jeunesse, PAGSM adulte, il n'y a pas d'enjeu. Là, je pense qu'on était rendu aux limites du PAGSM. En fait, le PAGSM, c'est merveilleux. C'est un programme presque parfait, mais c'est pas miraculeux non plus en ce sens où il y a des actes, des infractions qu'on ne prend pas au PAGSM, donc tout ce qui est tentative de meurtre bien évidemment, parce que c'est beaucoup trop grave, mais on prend beaucoup d'infractions. Donc, une des limites, c'est que ce n'est pas pour toutes les infractions. Une autre des limites, c'est que c'est pas pour toutes les clientèles, donc les gens qui sont très malades, qui sont incapables de suivre un plan d'intervention, malheureusement, on ne peut pas les intégrer au PAGSM, parce qu'il y a ce besoin de s'investir-là qui est évalué dans le PAGSM. Il y a aussi une clientèle qui est plus difficile à suivre en ce sens où tout ce qui est le trouble du spectre de l'autisme ou la déficience intellectuelle, on n'a pas besoin de diagnostic pour être au PAGSM comme participant, mais on a besoin d'un diagnostic quand on est dans le réseau de la santé pour recevoir des services spécialisés.
Donc, on a cette interface-là qui devient difficile par exemple, si on a 22 ans et qu'on n'a pas de diagnostic de déficience intellectuelle, c'est très difficile de rentrer dans les services en déficience intellectuelle, donc parfois ça peut être problématique. C'est majoritairement les limites qu'on observe au PAGSM. Il n'y a pas de limite de temps. Si ça va mieux, on raccourcit le parcours judiciaire. Si ça va plus difficilement parce qu'il y a des rechutes, on n'est pas exclu, mais on va être extensionné au niveau là, du délai pour bien remplir les objectifs. Donc, le cheminement du dossier, là, je vous en ai parlé. Je vais juste prendre le papier en tant que tel. Oui. Donc, le cheminement du dossier, en fait, c'est la demande de participation de l'accusé. Régulièrement, ça vient des avocats de la défense ou des procureurs de la couronne qui vont voir, soit sur le précis des faits, sur les notes d'enquête des policiers, des indicateurs de problématiques en santé mentale, un comportement erratique, quelqu'un qui est en consommation, quelqu'un qui est désorganisé, par exemple, en détention. Donc, tous ces indicateurs-là vont être amenés au procureur. Il va avoir une évaluation de son admissibilité en fonction justement des actes d'accusation, du profil. Est-ce que c'est quelqu'un qui a beaucoup trop de dossiers judiciaires pour être admissible? Bon, tout ça, là, il y a un screening en bon français qui est fait par le DPCP. Et après ça, il va avoir l'évaluation de la santé avant l'intégration à la cour. On va, à chaque fois que l'accusé, le participant se présente à la cour, avoir une conversation avec son avocat, avec le DPCP, parfois avec son... Mon Dieu, je m'excuse, je cherche mes mots. Son agent de probation. Bon, pour voir il y en est où, pour présenter son plan, pour qu'on fasse un consensus tout le monde sur est-ce que son évolution va bien. Et on va passer devant le juge, on va présenter ça, puis il va y avoir ce suivi-là qui est fait. Ce comité-là, en fait, là, qui est le comité opérationnel, se rencontre à tous les fois où la personne passe à la cour, avec tous les intervenants, là, pour qu'on ait une lecture commune de ce qui se passe avec notre participant. Comme je le disais, le suivi de dossier, là, c'est entre 12 et 18 mois. Ça peut être un petit peu plus long ou un petit peu plus court. Et il va avoir par la suite là, la graduation. C'est vraiment un diplôme en papier, là, un vrai diplôme que le juge va remettre aux participants pour souligner en fait le travail qu'il a fait d'avoir suivi son plan d'intervention, de s'être présenté à la cour, d'avoir amélioré ses conditions de vie. Et c'est de cette façon-là, en fait, qu'on conclut le PAGSM. Et par la suite, là, au niveau juridique, ben, il y a est-ce qu'on rejette les accusations, est-ce qu'on y va avec une probation et tout ça. Mais rarement, très, très rarement, on fait de la détention. Et à l'occasion, quand pendant le parcours ça va pas, ben on retourne les clients, les participants, mon Dieu, je vais y arriver, au tribunal régulier parce qu'ils ne satisfaisent pas aux critères. Donc, le PAGE, en fait, n'est pas une finalité. Là. Si ça ne va pas, on peut retourner au tribunal régulier et le dossier suit son cours comme d'habitude. C'est un peu à ça que ressemble le PAGSM. J'ai une question de Sabrina Castonguay. Elle demande pour la clientèle avec des troubles du langage important sans atteinte intellectuelle, existe-t-il un programme similaire au PAGSM pour ces personnes? Non, je ne crois pas. Désolée. Merci. Est-ce qu'il y avait une question en salle d'abord? Il y en a une ici en avant, Marielle. Peut-être te lever pour que la caméra te prenne bien, Simon. Pas de problème. Il faut que je mange le micro. Tu manges le micro. En fait, je ne sais pas si c'est une question, un commentaire, un mix des deux, mais avec le projet Parenthèse, justement, ce que j'ai pu observer dans ma propre pratique, c'est qu'il y a quand même beaucoup de délits qui sont commis à l'égard des proches, des personnes qui ont des problèmes de santé mentale. Beaucoup de proches hésitent à porter plainte justement en se disant que ça va causer beaucoup de problèmes à leurs proches. Il y a beaucoup d'amour, de relations là-dedans. Donc, il me semble que ça gagnerait à être connu, ce type de programme-là dans la population. Qu'est-ce qui est fait pour le faire connaître, pour que les gens aient au moins le sentiment que la justice peut prendre d'autres formes que quelque chose de très coercitif?
Ben merci beaucoup. Puis je pense que on n'en fait peut-être pas assez pour promouvoir le PAGSM, bien que les intervenants, c'est des bons ambassadeurs, là, tu sais, les intervenants sociaux, puis les procureurs aussi qui sont de plus en plus, mais effectivement, là, tu sais, peut-être vous auriez eu en tête, est-ce qu'il pourrait y avoir de la justice réparatrice dans un PAGSM? Ben oui, possiblement, mais il faut quand même que la personne se répare un peu elle-même avant de penser à réparer quelqu'un d'autre, mais ça répare beaucoup au niveau de la famille, des proches, puis tout ça, parce qu'ils ont des beaux succès dans le PAGSM, là, puis sont suivis 12 à 18 mois, puis, tu sais, Cynthia peut en parler, mais la remise du diplôme, là, ça a l'air anodin, là, mais il y a des gens qui vont venir dire, c'est la première fois qu'il y a quelqu'un qui me dit félicitations, c'est le premier succès que j'ai, là. Fait que ça va jusqu'à ce point-là, ça fait que effectivement, je pense qu'on n'en fait pas assez, mais il y a une question aussi budgétaire, là. Ça fait que, tu sais, les sous que j'ai, qu'on a, là, comme direction, encore, je dis j'ai, là. Moi, je suis avec le moi, mais lire la direction, j'aime autant l'investir dans le terrain, là. Ça fait que, mais, tu sais, merci de le faire localement, puis de le faire, tu sais, d'en parler. Je pense que c'est peut-être notre meilleur ambassadeur, mais effectivement, tu sais, si on avait un petit budget un jour, on pourrait faire une petite promotion plus large public, là. Merci. Autre question, Christine? Non? En salle. Vous avez encore des opportunités de poser des questions maintenant. Oui, je vois là-bas. Marielle s'en vient, Jean-Pascal. Marielle court. Ceux qui sont à la maison, vous ne voyez pas Marielle courir, mais elle court. La vois-tu? Bonjour. En fait, ma question, c'est au niveau du déploiement. C'est moi, en tout cas, au niveau de la cour municipale de Repentigny, j'avais parlé avec une procureure, puis il n'était pas déployé. Par contre, si la personne aurait été à la Cour du Québec à Joliette, elle aurait pu participer au PAGSM. J'aimerais savoir au niveau du déploiement, est-ce qu'il y a d'autres territoires qui vont être ajoutés? Oui, en fait, il y en a. Le but, en fait, là, du plan d'action intersectoriel en santé mentale, c'est que tous les districts judiciaires aient un PAGSM. À ce jour, on en a 36 PAGSM, incluant 4 cours municipales. Donc, c'est pas pour cette semaine, la cour municipale de Repentigny, mais on est toujours en phase de déploiement là, il reste quelques régions qui n'en ont pas. Mais oui, effectivement, s'il y avait été à Joliette, il y a le PAGSM de la Cour du Québec à Joliette. Mais si jamais les procureurs de Repentigny veulent nous contacter, puis ils sont prêts, parce que nous, on n'arrive pas, puis on dépose le PAGSM, ça vient vraiment du local. Est-ce que le local est prêt? Est-ce que la santé est disponible? Est-ce que les procureurs sont d'accord? Tu sais, on attend que le terreau soit fertile pour faire un PAGSM. Ça fait que peut-être que les procureurs de Repentigny, s'ils sont pas au courant, qu'ils peuvent nous contacter, peut-être, si jamais vous pouvez faire un bon ambassadeur, on vous remercie, mais on regardera aussi. Si, admettons, à Joliette, parce que l'intervenant pivot, dans certains cas, quand le volume le permet, il peut se déplacer dans une cour municipale aussi, comme à Québec, ça se fait, là, mais sous toute réserve, là. Mais si le terreau est fertile, puis aussi les sous sont là, mais en tout cas, c'est ça, on est bien preneurs, effectivement. Il y a une question en ligne. Stéphanie Plourde demande, est-ce qu'il pourrait y avoir comme objectif, parmi les objectifs du plan d'intervention de la personne, d'avoir un processus de réparation? C'est une excellente question. En fait, c'est pas exclu. Ceci dit, la majorité des objectifs qu'on pose, ce sont des objectifs qui sont intrinsèques à la personne. Donc, ce qu'on veut, c'est, souvent, on a des gens qui sont très malades. On souhaite, comme Audrey disait tantôt, les réparer avant qu'ils réparent les autres, là, mais c'est beaucoup plus des objectifs qui sont personnels à la personne. Mais il n'y a rien qui exclut qu'il pourrait avoir une partie réparatrice. Là, c'est pas du tout exclu, là. Merci que la personne te dit.
Merci, Cynthia. Est-ce qu'il y avait des choses que tu voulais nous ajouter? Y a-tu un message que tu veux passer? Référez-nous des usagers, des patients, des participants, appelez-les comme vous voulez, mais référez-nous des gens. On a des capacités pour les prendre. Ça va nous faire plaisir d'avoir plus de références du réseau, que ce soit le réseau de la santé, les organismes communautaires, référez-nous des gens. Ça va nous faire plaisir. Merci de votre travail, Cynthia. C'est intéressant, Cynthia et moi, on s'est rencontrés à Rimouski il n'y a pas si longtemps, puis bien qu'on côtoie l'équipe d'Audrey, d'entendre l'intervention à l'intérieur du PAGSM nous semblait être une bonne idée pour vous. Puis effectivement, dans les discussions, de se dire à quel moment les dialogues pourraient être introduits, on se disait on va continuer d'en parler parce que à la fois pour les personnes victimes qui à terme pourraient être ça pourrait leur faire du bien de parler avec la personne quand la personne est stabilisée et l'inverse aussi. La personne, une fois stabilisée, peut imaginer peut-être revenir sur ce qui s'est passé avec ses proches parce qu'effectivement, c'est souvent des proches que tu me disais. Merci, Cynthia. J'ai une question. Est-ce que le PAGSM ado existe, Mélanie? Ça, c'était une question plantée, dit Audrey. En fait, oui, mais c'est encore très embryonnaire. Les partenaires de Longueuil ont débuté en janvier dernier un PAGSM au niveau jeunesse. Essentiellement, ça se passe de la même façon qu'aux adultes, comme Cynthia vous l'a expliqué. Ce qui a été adapté plus particulièrement, ce sont les délais. Donc, au lieu d'un processus sur 12 à 18 mois, on parle plutôt d'environ 6 mois pour les adolescents. En fait, ce qui avait été remarqué au niveau des participants adultes, c'est qu'il y en avait plusieurs d'entre eux qui étaient connus de la LSJPA. Donc, avec le PAGSM Jeunesse, ça va permettre d'intervenir en amont et d'avoir des services mieux adaptés là, en santé mentale. Ça va permettre aussi de poser des diagnostics, parce que, comme disait Cynthia, à l'âge adulte, c'est plus difficile de poser certains diagnostics, là, notamment en déficience intellectuelle ou en trouble du spectre de l'autisme. Ensuite de ça, le PAGSM, au niveau jeunesse, là, ce que ça permet, comme en LSJPA, c'est d'intervenir au bon moment. Donc, ça va éviter aux jeunes de s'ancrer davantage dans la délinquance. Et comme il y a des retours réguliers à faire au tribunal, ça aide les jeunes à se responsabiliser. Donc, on pense que c'est, en tout cas, je pense personnellement que c'est une bonne initiative, mais on est au premier mois là, du projet pilote à Longueuil. Donc, on va le laisser vivre un petit peu, puis on va voir qu'est-ce que ça va donner. Merci. Audrey, vas-y. Peut-être juste pour ajouter, là, les jeunes qui sont dans le PAGSM jeunesse, c'est pas les jeunes qui pourraient avoir une sanction extrajudiciaire. Les sanctions extrajudiciaires vont être exclues du PAGSM jeunesse parce que PAGSM jeunesse, c'est quand même prenant, là. Fait que les sanctions extrajudiciaires, c'est encore la bonne mesure au bon moment pour l'instant, là. Et les jeunes du PAGSM, c'est pas les jeunes des sanctions. Bonjour à tout le monde et encore merci pour cette générosité, ce partage de toutes ces belles interventions. On savoure en France, on savoure. Enfin, je savoure en tout cas pour moi. Je ne sais pas si j'ai loupé quelque chose, mais si j'ai loupé l'information, je voulais savoir combien ça représentait de situations à peu près qui étaient accompagnées dans le cadre du PAGSM, jeunesse et adultes. Par an, voilà, ça représentait à peu près combien de situations? Adultes, c'est très difficile de calculer, mon Dieu. On a 36 PAGSM qui sont répartis dans des régions soit très, très urbaines, d'autres où il y a moins de participants parce que la région elle est très étalée. C'est très difficile de dire. En région urbaine, les caseloads peuvent être autour de environ 30 participants par intervenant. Donc, ça peut être par année, on ne l'a pas calculé. Je suis vraiment désolée de ne pas vous arriver qu'une statistique, mais ce qu'on cherche à avoir, c'est à peu près 30 participants par intervenant en région très concentrée et en région plus éloignée, si on veut. Souvent, ça tourne autour de 15 à 20 participants parce qu'il y a plus d'accompagnement qui se fait versus le référencement. Donc, ça donne une idée. Mais Madame Virginie, laissez-nous vos coordonnées parce que
On a des chercheurs également dans le PAGSM, c'est l'Observatoire Justice Santé Mentale, puis ils sont à compléter la recherche, là, ça va être vraiment très intéressant. Malheureusement, bon, j'ai l'excuse de la COVID, là, mais c'était une vraie excuse cette fois-ci. Ça a été retardé parce qu'ils voulaient rencontrer les participants, c'était plus compliqué, mais on devrait avoir des beaux résultats de recherche, entre autres sur la volumétrie, là. Merci beaucoup. Marie-Ève a mes coordonnées et puis j'ai une collègue dans la salle du RENADEM. On va vous mettre en lien. Merci Virginie. Je m'en avais posé une question, j'ai oublié. Ah oui, c'est ça, tu disais une trentaine de dossiers par intervenant, Cynthia. Puis il y a combien d'intervenants au total qui œuvrent dans le PAGSM? Est-ce que tu as une idée? Si tu n'as pas d'idée, c'est pas grave. C'est environ 50 équivalents temps complet. Donc, il y a des PAGSM où ce n'est pas une personne à temps complet, mais ça tourne autour de 50, l'équivalent de 50 personnes à temps complet pour les PAGSM de la province. Donc, tout à l'heure, Cynthia, c'est ça, hein, Cynthia? Tu mentionnais que, dans le fond, il y avait une possibilité de te référer des personnes. Je saisis mal, en fait, parce que j'avais comme l'impression qu'il fallait qu'il y ait une plainte judiciaire ou qu'il y a peut-être un bout que j'ai mal saisi. Oui, il faut nous référer quelqu'un qui a commis un acte criminel, bien évidemment. Si vous avez dans vos suivis là, des gens qui ont commis des actes criminels ou qui ont refait des actes criminels pendant un processus judiciaire, on les aime beaucoup, mais il faut qu'il ait quand même commis un acte criminel. Ceci dit, ça, pourquoi je disais référez-nous, c'est que le réflexe vient beaucoup des avocats de la défense et du DPCP, mais très peu des intervenants qui côtoient ces gens-là. Donc, qui sont souvent les premiers avisés, là, tu sais, qu'il y a eu un délit ou qu'il y a quelque chose qui va vraiment pas bien. Donc, c'est sûr que ça ne touche pas les mêmes personnes qui font du PMRG, par exemple, mais si vous êtes des intervenants de la santé ou des réseaux communautaires, vos participants font des actes criminels, ben n'hésitez pas à en parler soit à leur avocat ou il y a toujours une adresse courriel générique pour les PAGSM dans tous les districts judiciaires. Donc, il y a une demande qui peut être faite à ce niveau-là. Je reviens avec le projet parenthèse. Donc, j'ai un proche qui vient nous rencontrer puis qui me dit, qui me raconte finalement la commission de plusieurs délits criminels dans la famille, mais il n'y a pas de plainte de portée. Est-ce que c'est quelqu'un que je peux vous référer? En fait, c'est quelqu'un qu'il faut qu'il soit référé au PAGSM, pas tant à l'intervenant du PAGSM, parce que nous, on reçoit les dossiers une fois qu'il y a eu une analyse du DPCP, de est-ce que c'est un client qui est admissible ou pas. Mais comme je disais, puisqu'il y a une adresse courriel générique pour tous les PAGSM, c'est un peu la porte d'entrée des références. Donc, oui, habituellement, ça prend un formulaire et tout ça, mais il y a moyen de s'arrimer. L'important, c'est que vous sachiez que ça existe et que les références ne viennent pas que des juristes. Donc, je pense que c'était un peu l'essence là, de la mécanique exacte va dépendre de chaque région, mais il y a quand même une adresse courriel générique pour tous les PAGSM. Mais juste pour répondre à votre question, aussi pour faire du pouce sur ce que Cynthia dit, il y en a des parents là, qui ont été victimes de voies de fait puis de voies de fait graves par leur enfant, puis là, ils n'en peuvent plus, puis ils ont peur de porter plainte parce qu'ils veulent pas que leur fils aille en prison, parce qu'ils aiment leur fils, tout ça. T'sais, ces gens-là, ils peuvent se renseigner aussi avant de décider de porter plainte. Puis comme Maria-Josée et l'équipe de parenthèse parlaient hier, on n'est pas là pour prendre des décisions pour eux, mais des fois, c'est de dire, peut-être que ton fils, ça l'aiderait de faire un PAGSM. Peut-être que tu es rendu à porter une plainte criminelle puis qu'il y aurait une possibilité de faire un PAGSM, mais c'est difficile parce que c'est pas nous qui décidons si le participant va faire un PAGSM ou non, c'est le procureur. Ça fait que, même si on le dit, mettons qu'on dirait ça, mais on ne dira pas jamais ça, on t'invite à porter plainte, mais ça ne veut pas dire qu'il va faire un PAGSM. Fait que c'est comme un peu... mais tu sais, ça existe, puis si les gens sont au bout du rouleau puis ils désirent porter plainte, peut-être que ce proche-là dit, moi, ce que je voudrais, c'est un PAGSM pour mon fils, là, parce que c'est ça qu'il a besoin, c'est de se rétablir. C'est pas un criminel, là, il a besoin de se rétablir. Là, ça pourrait être ça. Mais je fais aussi du pouce sur le fait que ça se peut que qu'une personne rentre dans le PMRG, justement, puis que, crime, vous voyez qu'il y a des problématiques de santé mentale. Peut-être que ce ne serait pas exclu que vous le transfériez, puis on l'a fait, je pense, quelques fois, là, de dire, cette personne-là, oui, il est rentré au PMRG, mais je pense qu'il a besoin plutôt d'un rétablissement PAGSM. Ça fait que ça aussi, là, si jamais
Puis c'est pas une défaite pour vous de dire je le prends pas au PMRG. Si les besoins sont plus PagesSM, ben il n'y a pas de problème pour vous là. Puis vice versa, si une personne rentre au PagesSM, puis on dit crème, ouais, lui probablement que tu sais il va être regardé par un intervenant, puis c'est pas un PagesSM, c'est pas exclu qu'il se retourne dans le PMRG. Bien, en fait, je voulais vous présenter un projet sur lequel on travaille depuis quand même assez récemment, qui est la médiation. Est-ce que tu veux qu'on parte le prési aussi? Oui. Oui, s'il vous Parfait. plaît. Donc, en fait, je commencerai peut-être par vous faire une petite mise en contexte de d'où ça découle ce projet-là. En fait, c'était quelque chose qui était réfléchi depuis plusieurs années par le Barreau de Québec et le CIUS, la capitale nationale, de mettre en place un service de médiation en protection de la jeunesse. Il y a aussi eu les travaux de la Commission spéciale sur les droits des enfants et la protection de la jeunesse, qui est aussi appelée la Commission Laurent, et qui a émis en fait une recommandation d'instaurer un service de médiation jeunesse indépendant, gratuit et rapide avant de recourir au tribunal pour favoriser la participation des parents et des enfants. Donc, suivant ces différents éléments-là, le ministère de la Justice s'est joint aux réflexions et il y a un premier projet pilote de médiation en protection de la jeunesse qui a été mis sur pied en septembre 2021 dans la région de Capitale-Nationale. Donc, plus concrètement, en fait, la médiation en matière de protection de la jeunesse, ça propose un mode de solution additionnel pouvant permettre aux familles et aux enfants d'en arriver à une entente. Puis en fait, on est dans un contexte assez spécifique là, où il y a une intervention du directeur de la protection de la jeunesse et il y a des mesures à mettre en place. Donc, la médiation va se dérouler à l'extérieur des tribunaux et va permettre, en fait, un contexte qui va favoriser la collaboration et mettre au centre des discussions, finalement, l'intérêt de l'enfant et le respect de ses droits. Donc, au niveau des objectifs du projet, ça va être d'éviter la judiciarisation, notamment pour réduire les délais judiciaires, parce qu'on sait que dans plusieurs régions, les délais judiciaires en matière de protection de la jeunesse sont quand même assez longs. Donc, la médiation, ça permet là, de résoudre les litiges le plus rapidement. Et ça offre aussi une option supplémentaire là, aux familles pour résoudre leurs différends. Et finalement, ça rehausse aussi la participation de l'enfant et des parents aux décisions qui les concernent. Ce qu'on espère évidemment avec ça, c'est d'avoir une plus grande aussi mobilisation au niveau des mesures à mettre en place. Donc, au niveau de l'admissibilité, donc en fait, le recours à la médiation va être possible si, comme un petit peu je l'ai mentionné tout à l'heure, le directeur de la protection de la jeunesse, donc le DPJ, détermine que la sécurité ou le développement de l'enfant est considéré comme compromis. Donc, il y a une intervention du DPJ dans la famille. Donc, le dossier se situe à l'étape de l'orientation ou de la révision. Il n'y a aucune entente qui a été conclue et il faut évidemment que toutes les parties consentent à la médiation. Donc, autant le DPJ, l'enfant que ses parents. Je mentionnerai aussi que le soin de cibler les dossiers va revenir au DPJ, mais c'est vraiment, en fait, là, on encourage là, les parents, en fait, toutes les parties à suggérer la médiation à toutes les étapes du processus. Puis on va pouvoir aussi viser autant les dossiers qui sont judiciarisés que ceux qui ne le sont pas encore. Donc, les deux types de dossiers vont pouvoir potentiellement être admissibles au service de médiation. Puis au niveau là, peut-être des types de situations qu'on voit fréquemment à l'heure actuelle dans le projet, ça va être beaucoup des dossiers où est-ce qu'il y a des troubles de comportement, de la non-fréquentation scolaire ou d'autres dossiers où on voit certains types là, de négligence. Maintenant, au niveau des avantages de la médiation. Donc, la médiation, ça va favoriser la possibilité d'en arriver à une entente dans de meilleurs délais. Là. Donc, comme je le mentionnais tout à l'heure, ça permet de résoudre le litige d'une manière quand même plus rapide. Là. Donc, habituellement, la médiation va se dérouler à l'intérieur d'un délai de 30 à 45 jours environ. Donc, c'est quand même une fenêtre assez rapide là, qui permet aux parties de tenter de trouver une solution. C'est un service aussi qui est gratuit. Donc, le médiateur va être rémunéré par le ministère de la Justice et les parties vont pouvoir bénéficier de 6 heures de médiation. Et parfois, on va même pouvoir ajouter 2 heures supplémentaires si le dossier est particulièrement complexe.
Donc, évidemment, ce sera, le 6 heures de médiation va être divisé là, en plusieurs séances là, d'environ 1 heure, 1 heure 30 chacune. Et on encourage aussi les parties à consulter leur avocat entre chacune des séances. Autre avantage de la médiation, c'est que ça va favoriser la participation de l'enfant et des parents, donc leur mobilisation dans les discussions qui entourent leur situation. C'est un processus qui est confidentiel aussi, et là, j'ai inscrit le sauf exception parce qu'en fait, si jamais il y a une nouvelle situation qui oblige là, un signalement qui est révélé durant la médiation, là, donc ça va être une exception à la confidentialité. Mais pour le reste, là, de manière générale, le processus est confidentiel. Donc, autre avantage, le médiateur va agir de façon impartiale dans l'exercice de ses fonctions. Et les séances de médiation vont se dérouler selon des règles là, qui sont flexibles auxquelles les parties vont consentir, ce qu'on peut peut-être, en fait, là, s'imaginer qui est à l'opposé de qu'est-ce qui peut se passer dans une salle de cours, où est-ce qu'il y a des procédures, là, des règles donc plus strictes à respecter. Donc, maintenant, qui participe aux séances de médiation? Il va y avoir les parents. Ensuite, il va également avoir l'enfant. Donc, j'ai mis un petit astérix ici, puisque en fait, là, l'enfant va participer, mais ça va dépendre des situations. Donc, si l'enfant a plus de 14 ans, il va pouvoir décider de participer ou non à la médiation. Toutefois, si l'enfant a moins de 14 ans, bien, ça va dépendre là, de voir si son âge et son discernement lui permettent là, de participer. Donc, sa participation va être discutée lors de la première séance et on va pouvoir voir si c'est opportun ou non là, de le faire participer aux séances de médiation. Ensuite, autre participant aux séances de médiation, ça va être le représentant de l'enfant. Donc, vous allez remarquer que le représentant de l'enfant, en fait, c'est son avocat. Ça va être le seul avocat qui va être autour de la table de médiation, donc qui va prendre part aux discussions. Donc, ce choix-là a été fait là, pour vraiment mettre au cœur là, des discussions l'intérêt de l'enfant puis le respect de ses droits, puis aussi s'assurer qu'il y a une voix, même si il peut parfois être absent là, physiquement des séances de médiation. Par la suite, il va également avoir la participation de l'intervenant DPJ, du médiateur. Le médiateur, en fait, c'est des médiateurs accrédités en matière familiale qui vont recevoir une formation en protection de la jeunesse. Donc, ça va être eux qui vont exercer cette fonction-là là, dans le cadre du projet. Et il va aussi avoir la possibilité pour une personne significative de participer, donc si tout le monde consent à cet élément. Au niveau maintenant des possibilités qui vont être offertes par la médiation, eh bien, ça va être de développer une compréhension commune des motifs de compromission et des faits, mais surtout de discuter des mesures à mettre en place et de leur durée. Et finalement, ça va pouvoir aussi permettre d'échanger sur les forces et les difficultés de la famille et sur les besoins de l'enfant. Donc, je mentionnais tout à l'heure qu'on a mis en place un premier projet pilote à Québec en 2021, en septembre, et depuis, en fait, là, on a déployé le projet pilote dans d'autres régions. Donc, on a 5 régions au total qui ont le projet pilote actuellement. Donc, Capitale-Nationale, Chaudière-Appalaches, on a aussi l'Estrie, la Montérégie et les Laurentides. Donc, voilà, ça complète pour la petite présentation plus théorique là, du projet. Merci, Elisabeth. Je vais me tourner vers les gens pour savoir si vous avez des commentaires ou des questions concernant la... Oui, on peut l'applaudir, hein? Oui, merci. Merci, Elisabeth. Donc, questions, commentaires, interventions concernant la médiation dans le cadre des protections de la jeunesse. Bien, j'ai levé ma main, mais après ça, j'ai comme voulu la redescendre tout de suite. Je ne sais pas pourquoi, là, j'ai été spontanée. Ben, je vais me lancer. En fait, ma question, c'est, il y a des critères d'admissibilité pour certains jeunes. Vous les avez nommés tantôt, mais je me demandais, par rapport aux parents, par rapport aux motifs de compromission, est-ce qu'il y a des critères aussi qui sont spécifiés? Parce que, bon, pour avoir travaillé dans le contexte de la protection de la jeunesse pendant longtemps, on est confronté, oui, à des parents qui font des appels à l'aide
l'aide parce que, bon, ils craignent pour leur sécurité vu les troubles de comportement de leur enfant, tout ça, mais on fait beaucoup affaire aussi avec des parents qui se retrouvent en situation de signalement de manière répétée, qui sont récalcitrants à décider de la mesure, etc., etc. Je pense que vous comprenez un peu toute la dynamique, là, puis où je m'en vais, en fait. Fait que c'est ça, je me demandais s'il y avait des restrictions là, par rapport à cette clientèle-là principalement. Oui, mais en fait, il y a certains dossiers où est-ce que la médiation sera pas possible, en effet. Donc, on pense surtout, de toute façon, il y a des interdits de contact, par exemple, ou quand il y a des ordonnances de placement provisoire là, qui doivent être émises. Donc, ces dossiers-là sont automatiquement exclus. Mais sinon, c'est pour ce qui est vraiment de l'exclusion à proprement parler, c'est vraiment limité à ça. Il y a plusieurs autres dossiers où est-ce qu'on va avoir peut-être plus des facteurs de prudence, mais ça ne sera pas des facteurs d'exclusion à proprement parler. Donc, c'est certain que, par exemple, dans un dossier où est-ce qu'il y aurait eu des abus sexuels ou des choses comme ça, eh bien là, c'est sûr que le DPJ va faire preuve de plus de prudence avant de vouloir ça fait de considérer envoyer ce type de dossier-là à la médiation. Mais pour le reste, là, donc on a voulu quand même, là, à l'heure actuelle, se laisser vraiment une grande ouverture puis un large spectre là, de possibilités. Puis je dirais aussi un petit peu là-dessus, c'est sûr que quand on vient à sélectionner les dossiers, ça prend quand même aussi des dossiers où il y a un petit peu d'ouverture à discuter, évidemment. Là, donc, si tout est contesté puis que c'est vraiment, il n'y a aucune reconnaissance, ben là, ça va être plus difficile d'établir un dialogue là, dans ce contexte-là. Donc, peut-être que c'est moins des situations qui vont être référées. Là. Est-ce que je peux prendre un petit 2 minutes de plus pour poser une autre question? Il y a une clientèle qu'on oublie souvent aussi dans le cadre des demandes au niveau de la protection. C'est souvent les parents qui vivent avec des enfants qui ont des troubles d'attachement sévères ou des enfants qui ont été polytraumatisés, traumas complexes, etc. Donc, il y a souvent des parents qui font des appels à l'aide finalement pour avoir de l'aide, là, parce que, bon, il n'y a pas de protection des parents. Je me demandais, est-ce que c'est une possibilité, peut-être qu'éventuellement, je comprends que c'est un projet pilote, mais peut-être d'inclure la clientèle la clientèle qui pourrait faire appel aux mesures volontaires, justement parce que, tu sais, les mesures volontaires, habituellement, c'est 2 ans. Après 2 ans, on peut plus obtenir de mesures volontaires. Je me dis que ça pourrait être un projet intéressant, là, peut-être qui pourrait s'arrimer avec votre projet. Oui, mais en fait, on peut inclure aussi les situations en mesure volontaire là, dans le cadre du projet pilote. Là, donc, je suis pas sûre que je l'ai mentionné, mais ça peut être autant un dossier qui est en mesure volontaire qu'un dossier qui se dirigeait vers la judiciarisation. Donc, parfois, même si il y a des bonnes discussions qui sont à mener peut-être une entente sur les mesures volontaires, eh bien, on peut aussi se servir de la médiation dans ces types de situations-là pour pousser peut-être les discussions plus loin et avoir l'appui du médiateur pour en arriver à une entente. Là. Je suis pas sûre que ma question était vraiment pointue, là. Mais en fait, je me disais, tu sais, quand un parent, par exemple, fait appel pour une mesure volontaire pendant 2 ans, puis que la protection de la jeunesse décide, ben non, c'est après 2 ans, c'est terminé, mais qu'on a besoin de 6 mois ou 1 an supplémentaire, est-ce qu'il y a une possibilité que vous puissiez intervenir dans un contexte comme ça? Mais je trouve ça, présentement, non, là, comme vous avez pu le voir, parce que ça prend un signalement, puis il faut que le signalement soit retenu, mais je trouve ça intéressant de, tu sais, peut-être poursuivre les services quand que le signalement n'est pas retenu. Mais pour l'instant, non, mais je pense qu'on y avait même pas pensé. Je pense pas, je suis sûre qu'on y avait même pas pensé. C'est vraiment une belle proposition, là. Est-ce que, dans certains cas, est-ce que le signalement n'est pas retenu ou c'est terminé, peu importe, là, que seulement a été retenu, mais que le dossier était fermé, est-ce qu'on peut continuer à faire de la médiation ou faire de la médiation pour ces personnes-là au lieu de les envoyer dans un CLSC ou peu importe là, le service, parce qu'on fait, si on ne retient pas le signalement, on fait un référencement personnalisé vers d'autres services quand que c'est borderline, là, excusez l'anglicisme, mais ça c'est super intéressant, puis je vais le retenir, je trouve ça vraiment intéressant, mais pour l'instant, non. Mais tu sais, il y a encore une fois, puis je suis vraiment désolée, il y a une question de budget puis de capacité, là, mais je pense qu'il ne faut vraiment pas l'exclure. Je suis pas sûre qu'on aura un gros volume de toute façon, c'est pour ça qu'il ne faudrait pas l'exclure anyways. Merci beaucoup pour la proposition. Merci. Avant de passer à l'autre thème, qui est le programme 16, j'ai une question pour toi, Elisabeth. Qui sont les médiateurs qui agissent dans ces contextes-là?
Oui, donc ça va être des médiateurs, en fait, c'est des médiateurs accrédités en matière familiale, donc accrédités par le ministère de la Justice. En fait, ces médiateurs-là, ça peut être des avocats, notaires, travailleurs sociaux, psychologues, là, donc il y a quand même un large éventail de profils. Puis, lorsqu'ils vont poser leur candidature pour agir dans le cadre du projet, on va leur offrir une formation spécifique en protection de la jeunesse, là, donc on a presque une 15aine d'heures de formation qui est offerte gratuitement là, pour permettre une petite spécialisation là, de ces médiateurs-là en matière de jeunesse. Autre programme, autre petite bulle dans le Prési. Vous avez vu, il y avait une grande bulle avec une série de petites bulles. Donc, programme 16, je ne crois pas que vous êtes beaucoup à en avoir entendu parler. Donc, c'est quelque chose qui est un peu différent. Mélanie, c'est toi? Oui, voilà, OK, c'est bon. C'est toi qui va nous en parler davantage. Oui. Donc, je te laisse l'intro, puis on a convenu que je te posais quelques questions que j'avais entendues sur le terrain quand moi j'en ai parlé dans l'équipe. Parfait. Donc, le programme 16, on peut y aller. On essaie. Ça ne sera pas long. En fait, je peux commencer à vous en parler de toute façon. Le programme 16, en fait, ça a été élaboré en réponse à une recommandation du rapport de la Commission spéciale sur l'exploitation sexuelle des mineurs qui a été déposé à l'Assemblée nationale en décembre 2020 à la suite de 18 mois de travaux. En fait, ce que la... OK, c'est bon. La Commission recommandait que le ministère de la Justice développe un programme unique au Québec de mesures de rechange axé sur l'intervention et la sensibilisation visant à diminuer la demande pour l'achat de services sexuels. Il y avait des conditions qui venaient avec ça. En fait, on demandait que le programme doive exclure les clients de services sexuels de mineurs, les récidivistes et ceux qui auraient déjà bénéficié du programme. Et également, on devait prévoir dans ce programme-là une contribution monétaire de la part des contrevenants, une formation et un suivi psychosocial avec un organisme d'aide pour les accusés. Maintenant, le MJQ n'a pas fait ça tout seul. Il y a eu plusieurs partenaires impliqués là-dedans. En fait, des partenaires évidemment du milieu de la justice, mais aussi du milieu de la santé, des milieux policiers, des milieux communautaires comme notamment Équijustice qui a participé aux discussions. Mais aussi un organisme d'aide pour les survivantes d'exploitation sexuelle et aussi un organisme qui vient en aide aux accusés en matière d'agression et de violence sexuelle. C'est quoi? Le CIVAS, c'est le centre d'intervention. Non, j'ai dit, tu sais quoi? J'ai une question que j'avais qui n'est même pas prévue. Qu'est-ce que ça veut dire, 16? 16, en fait, on l'a... Ça, c'est bête, hein? On l'a appelé 16 parce que c'était vraiment long. Et puis là, je m'approche pour vous le dire sans me tromper. Là, c'est un programme de déjudiciarisation de l'obtention de services sexuels. Là. Non, c'est pas ça. On n'est pas à la bonne place. Ouais. Oui, on était à la bonne place. On était là, c'est ça. Bon, programme de déjudiciarisation, axé sur le changement de comportement, la conscientisation et l'éducation et la sensibilisation sur l'exploitation sexuelle. Donc, c'est pour ça le C3, là. Le 16, c'est les 3 C. Changement de comportement et conscientisation. Voilà. Merci. Est-ce que, Mélanie, les infractions... Attends, peut-être que je devrais d'abord te poser la question. C'était quoi l'idée de mettre en place ce programme-là? C'est venu de où, cette idée-là? En fait, l'idée venait expressément de la recommandation qui voulait la mise en place d'un tel programme, et ça existe ailleurs au pays. Là, donc, on va souvent entendre les Jones School ailleurs. Là. Nous, on l'a appelé 16 parce qu'ils voulaient que ce soit, entre autres, un programme unique au Québec, mais ça venait justement avec la définition qu'on avait de changement de comportement, conscientisation, sensibilisation. Voilà. Est-ce que les infractions pourraient être admissibles au PMRG? Non, parce qu'en fait, la seule infraction qui est admissible au programme, parce qu'effectivement, il y en a une seule, c'est l'achat de services sexuels et c'est expressément exclu là, du programme de mesures de rechange. Puis, une fois que la personne est arrêtée puis invitée au programme, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui consiste ce programme-là? Tu nous en donnes quelques grandes lignes. Je vous explique davantage. En fait, on peut aller dans les étapes qui sont les suivants. En fait, premièrement, l'accusé doit être arrêté dans le cadre d'une opération policière qui vise expressément le programme. Pour être admissible, l'accusé doit, dans un premier temps, se reconnaître responsable de l'acte qui est à l'origine de l'infraction. Il doit accepter de s'engager pleinement dans le programme, manifester sa volonté de collaborer au suivi psychosocial.
Il doit aussi accepter de verser une contribution de 1 500 $ au Fonds d'aide aux victimes d'actes criminels et en être à sa première participation au programme. Donc, lorsque le poursuivant va analyser le dossier de l'accusé, il doit aussi prendre compte les facteurs suivants. En fait, à savoir si l'accusé a eu des condamnations antérieures pour des infractions à caractère sexuel, des infractions commises dans un contexte de violence conjugale ou une infraction qui constituerait un mauvais traitement à l'égard d'une femme ou d'un mineur. Auquel cas, il pourrait ne pas avoir accès au programme. Ensuite de ça, on est toujours dans les étapes. Ensuite de ça, il y a l'évaluation initiale qui est faite par un intervenant du Centre d'intervention en violence et agression sexuelle. Et cette évaluation-là va permettre de tracer le profil de la personne et aussi d'identifier l'intensité du suivi qui va être nécessaire pour cet accusé-là. Ensuite, il y a la contribution dont je parlais de 1 500 $ au FAVAC, la journée de conscientisation et le suivi psychosocial. Alors là, si je vais un petit peu plus dans les détails, on peut passer au processus, qui est la prochaine bulle. Alors, une fois admis au programme, la première étape, c'est la journée de conscientisation dont je vous parlais. Cette journée-là a une durée de 7 heures et c'est une rencontre de groupe d'environ 8 à 10 accusés qui est animée par les intervenants du CIVAS, le Centre d'intervention en violence et agression sexuelle, mais qui est aussi animée par un procureur du DPCP qui va notamment venir parler, évidemment, de la loi et des éléments constitutifs de l'infraction. Il y a aussi un avocat de la défense qui va venir expliquer les conséquences d'un casier criminel. Également, il y a une infirmière qui est présente et qui va donner de l'information plus particulièrement là, sur les risques élevés d'infections transmissibles sexuellement en contexte prostitutionnel. Les intervenants du CIVAS vont également venir parler des mythes qui entourent l'exploitation sexuelle, entre autres pour tenter de déconstruire ces mythes-là. Ils vont parler aussi de la dynamique du commerce du sexe, mais orienter les gens vers des ressources d'aide, les accusés. Et finalement, le clou de la journée, c'est le témoignage d'une survivante de l'exploitation sexuelle qui est accompagnée de son intervenante pour l'occasion. Et puis, c'est un témoignage qui est fait dans le but de sensibiliser les accusés dans un premier temps. Puis, c'est toujours un moment qui est extrêmement émouvant, qui est suivi d'une période d'échange avec les accusés et la survivante. Bon, à la suite de cette journée-là, il y a un suivi psychosocial personnalisé. Donc, individuellement, les accusés vont entreprendre un suivi avec un intervenant du CIVAS, suivi qui peut durer de 1 à 8 rencontres, là, dépendamment de l'évaluation initiale là, qui aura identifié l'intensité du suivi nécessaire. Donc, une fois que toutes ces étapes-là sont effectuées convenablement, il pourra y avoir un rejet des accusations. Puis, est-ce que une personne qui se fait arrêter à solliciter des services sexuels, est-ce qu'il y a accès au programme sur la rue, là, je parle? Quelqu'un qui achèterait des services sexuels dans la rue à Montréal, exemple. Non. Dans le cadre du projet pilote, en fait, il a été décidé que la seule porte d'entrée au programme, c'était via une opération policière qui était dédiée au programme. Donc, il n'y a pas d'autre option pour l'instant dans le projet pilote. Puis le projet pilote, ça fait 1 an qu'il est commencé. Là, ça vient de faire 1 an au 1er avril. Est-ce qu'il y a des résultats qui sont connus de ça à l'heure actuelle? Je sais que ça mène plus loin. Du projet pilote, non, je tourne mes pages, mais je le sais. Là. En fait, non, c'est trop récent, mais il y a un chercheur qui a été mandaté. Là, comme on l'a fait en PMRG, on avait eu une bonne expérience de mandater un chercheur dès le départ, donc on a fait la même chose. La collecte de données est commencée. Par contre, ce que je peux vous dire des constats de la première année, c'est qu'il y a des gens de tous les âges qui ont été arrêtés. Certains n'ont même pas 20 ans encore. Et aujourd'hui, se déroule d'ailleurs une opération policière. Et tantôt, le policier m'a indiqué qu'ils ont arrêté un monsieur de 74 ans dans l'opération d'aujourd'hui. Donc, c'est vraiment toutes les tranches d'âge et puis toutes les classes de la société. En tout cas, peut-être pas toutes les classes de la société, mais jusqu'à maintenant, là, rapidement, je pourrais vous dire qu'il y a des gens de divers ordres professionnels qui ont été arrêtés, des gens dans le monde des finances, dans le monde de la construction. Donc, on passe vraiment là c'est très diversifié comme clientèle. Puis, je pense que ça peut faire le tour. Est-ce qu'il y avait d'autres choses que tu voulais ajouter? Je pense que ça fait le tour. Il y a peut-être des questions. Oui, c'est ça. Je me tournerai vers les gens s'il y en a qui ont des questions, commentaires en ligne ou sur place sur le programme 16, donc ce que Mélanie vient de vous présenter. Ouais. C'est parce qu'elle m'en parle souvent, puis je pense que
j'aimerais ça que tu parles de, parce qu'elle a assisté aussi à une journée 16, la réaction des personnes accusées là, à la fin de la journée, puis qu'est-ce qu'ils disaient aussi, je trouve ça vraiment super intéressant. Oui, bien effectivement. En fait, en septembre dernier, s'est tenue la première journée de conscientisation parce qu'il faut savoir qu'à partir du moment où on arrête les gens, bien, ils ne sont pas conscientisés le lendemain. Il y a une comparution, ils doivent passer par le processus régulier pour commencer. Donc, la première journée a eu lieu en septembre dernier et j'ai été présente pour voir comment ça se passe, comme on avait prévu, qu'est-ce qu'on peut améliorer, tout ça. Donc, effectivement, on avait une dizaine de participants la première journée, des gens de tous les âges, de tous les horizons. Puis de façon générale, ils sont tous entrés là, la tête bien basse, les bras croisés, et puis avec une espèce de fermeture, je dirais, dès leur arrivée. Puis la procureure a commencé à parler, expliquer les lois, expliquer les éléments constitutifs de l'infraction. On est un peu dans la théorie, donc encore là, ils sont là, ils écoutent, on le voit qu'ils sont présents, mais l'ouverture n'est pas encore là. Puis dès le moment où ils ont commencé, l'avocat de la défense a commencé à parler des conséquences d'un casier criminel, alors là, il y a des questions qui ont commencé à se poser. Ah ben là, moi, avec mon travail, avec mon ordre professionnel, moi, je fais des voyages. Donc là, on commençait à les toucher personnellement. Donc là, ils ont commencé à participer. Ensuite de ça, l'infirmière qui est venue parler des maladies, des infections. On a constaté qu'il y a encore beaucoup d'ignorance de ce côté-là. C'est incroyable. Ils ont été très intéressés. Ils ont demandé des informations pour des ressources d'aide pour aller se faire tester. Donc là, voilà. Puis ensuite, après le dîner, ben là, c'est les intervenants sociaux qui viennent plus parler des impacts, des mythes. Donc là, il y a vraiment une discussion qui s'est ouverte. On se les sentait s'ouvrir de plus en plus au courant de la journée. Et puis finalement, ben avec le témoignage de la survivante, là, c'est comme, tu sais, je dis, c'est le clou de la journée, puis c'est vraiment ça, là, parce que là, c'est une personne qui vient de parler de son expérience, puis ça vient défaire tout ce qu'ils avaient imaginé, tu sais, qu'eux, dans leur tête, sont avec la fille, 15 minutes, 30 minutes, 1 heure peut-être, puis pour eux, là, ils ont du fun, là, mais la survivante, elle vient leur dire qu'elle n'a pas le goût d'être là, là. Elle n'a vraiment pas le goût d'être là, puis tout ce qu'elle veut, c'est qu'ils s'en aillent. Elle a hâte qu'ils s'en aillent le plus vite possible. Donc, ça vient frapper leur imaginaire parce qu'elle explique d'où elle vient, comment elle se sent avant, pendant, après, puis comment elle s'en est sortie, puis ça n'a pas été facile, puis elle est retournée, puis elle revient, tu sais. Donc, les réactions à la fin de la journée, là, alors qu'au départ, c'était plus une fermeture totale, à la fin de la journée, quand elle a fini son témoignage, on a demandé, avez-vous des questions, des commentaires? Il y a plusieurs mains qui se sont levées, tu sais, à mon grand étonnement, parce qu'on sentait qu'il y avait honte, qu'ils n'étaient pas fiers d'eux, ces gars-là, là, pour la plupart. Plein de mains se sont levées, puis d'ailleurs, un que j'avais remarqué qui était très fermé et j'oserais dire narcissique au départ, a levé sa main puis il a commencé par la féliciter. Les yeux dans l'eau, je te félicite pour ton courage, merci d'être là. J'avais jamais réalisé à quoi je contribuais en achetant des services sexuels, parce que c'est gros, hein, tu sais, la dynamique du commerce du sexe, c'est mondial, c'est underground, c'est beaucoup plus gros que ce qu'on s'imagine. Donc lui, dans sa tête, c'était le moment où il était avec la fille dans la chambre, ça s'arrêtait là. Fait que, tu sais, le avant, pendant, après, il n'avait jamais envisagé ça. Donc c'était une dizaine de participants, les yeux dans l'eau, qu'on avait à la fin de la journée, là. Puis tu sais, je dis pas que ça règle tout, mais ils ont pris conscience. Puis c'est ce qu'ils nous disaient, j'avais pas réalisé ceci, j'avais pas réalisé cela. Vraiment, c'était quelque chose de spécial. Merci, Mélanie. Ah, question en ligne. Allons-y. Il y a une question d'Angélique Miliani. Elle est travailleuse sociale au sein d'un service socio-judiciaire. Elle se demande que se passe-t-il si l'auteur ne conscientise pas malgré les 8 rencontres? En fait, tu sais, les gens, ils ont une évaluation initiale. S'il y avait quelqu'un qui n'était pas du tout ouvert à participer, tu sais, qu'on sentait, entre guillemets, qu'il n'y a rien à faire au départ, tu sais, les intervenants sont capables d'identifier ça. Ils ne seraient pas admissibles au programme. Tu sais, il y aurait beau vouloir payer puis dire je vais le faire. Si on sent qu'il n'y a aucun volontariat, aucune ouverture pour amorcer un changement, ils ne seraient pas admissibles à la base. Mais tu sais, il est comme trop tôt pour le dire qu'après 8 séances, il n'y aurait aucune conscientisation, aucun changement de comportement. Mais il y en a peut-être qui sont téflons, comme on dit, et puis à qui ça ne collera pas, mais ils auront eu l'opportunité d'apprendre, puis de l'essayer, entre guillemets. Puis ils ont accès une seule fois à ce programme-là. Donc, si
ils réitèrent puis ils se font reprendre, bien, ils vont suivre le processus judiciaire traditionnel par la suite. Mais si l'intervenant Sivas disait, ben, il en a fait 8, il en aurait peut-être besoin de 10 parce qu'il s'en vient, puis on pense que, tu sais, on va être capable de sensibiliser au bout de 10, de 12. Moi, j'ai une ouverture, j'ai pas de problème avec ça, là. Mais si c'est au bout de 8, il veut rien savoir, on retourne il n'a pas réussi le programme, puis on retourne dans le processus régulier. Mais je serais très ouverte à dire qu'il peut en faire 10, qu'il peut en faire 12, là, si jamais, tu sais, ça pouvait servir la personne. Là, je n'aurais pas d'enjeu avec ça, en tout cas. Oui, puis j'ajouterais aussi que la personne pourrait avoir complété son programme, tu sais, comme c'est prévu au programme, mais manifester qu'il voudrait continuer un suivi. Donc ça, il pourrait le faire volontairement et poursuivre un suivi par la suite, là, avec le CIVAS ou d'autres organismes. Merci. En salle, est-ce qu'il y avait commentaires ou questions? Mélanie et moi, on avait eu une certaine conversation sur le projet. Il y a Catherine Voyer qui siège sur le comité là, des partenaires pour CES. Puis on s'est posé la question, est-ce qu'il y a un endroit où il y aurait une opportunité de mettre en contact les personnes qui ont été affectées? Mais c'est sûr que dans ce contexte-là, la personne qualifiée, qu'on pourrait qualifier de personne victime, c'est la personne policière. Donc, c'est pas nécessairement dans ce contexte-là, mais tu sais, ce que je disais à Mélanie, ce qu'on se disait, c'est il y a peut-être des espaces où ça serait bien que ces gens-là, à terme de leur processus de conscientisation, s'ils ont besoin d'être accompagnés pour avoir des conversations avec les gens autour d'eux qui ont pu peut-être savoir ce qui s'est passé, des conjoints, des enfants, dans le cadre de l'opération policière, ça peut générer des difficultés relationnelles autour de ça. On se disait, ben ça peut peut-être être un espace. Absolument. Puis, tu sais, ça, je ne l'ai pas mentionné tout à l'heure, mais dans le cadre du projet pilote, il n'y a effectivement pas de victime telle quelle. Tu sais, c'est effectivement un policier qui attend l'homme dans la chambre d'hôtel. C'est vrai que je l'ai dit. C'est ça. Donc, il n'y a pas de victime dans le cadre du projet pilote. Quand la personne se présente à l'hôtel, ben c'est un policier qui l'attend de l'autre côté de la porte et on procède à son arrestation directement. Mais effectivement, dans l'évolution à la suite du projet pilote, on pourra voir comment on pourrait inscrire la justice réparatrice là-dedans. C'est sûr que nous, on a toujours ça en tête. On est en contact constant avec Marie-Ève et les autres intervenants d'Équijustice, donc on n'oublie jamais ce volet-là. Merci. Est-ce qu'on y va avec le dernier rond de la ligne? C'est toi, Elisabeth, sur ce dernier rond-là, avec les lettres P-A-J-I-C. C'est les lettres qui ont été pigées. Donc, le PAGIC, c'est le programme d'accompagnement justice intervention communautaire. Parfait. Donc, le programme PAGIC, je peux commencer quand même malgré l'absence de prési. Donc, c'est un programme volontaire de déjudiciarisation qui s'adresse à une clientèle qui est en grande situation de vulnérabilité. Donc, on pense principalement là, aux gens qui sont en situation d'itinérance. Donc, en fait, peut-être pour faire une petite mise en contexte, là, donc les gens en situation d'itinérance occupent là, beaucoup l'espace public et souvent, ces personnes-là cumulent de nombreux constats d'infraction, donc des tickets, et plusieurs vont se ramasser là, avec des dettes judiciaires qui peuvent être parfois de quelques centaines de dollars, mais aussi plusieurs milliers de dollars. Et donc, ces gens-là sont dans l'incapacité d'assumer le paiement de ces constats d'infraction-là. Et donc, en fait, le PAGIC permet de prendre en considération leur situation de vulnérabilité, donc leur situation sociale, pour favoriser leur réhabilitation en leur offrant donc une alternative à la poursuite pénale ou au paiement des sommes dues ou encore là, à l'exécution de travaux compensatoires. Donc, le programme PAGIC, en fait, a été élaboré suivant l'entrée en vigueur du projet de loi 32, qui est donc la loi visant principalement à favoriser l'efficacité de la justice pénale. Et donc, il y a plusieurs choses qui ont découlé là, de ce projet de loi-là, dont le programme PAGIC et aussi des nouvelles règles relatives à l'emprisonnement pour non-paiement d'amende, sur quoi je vais revenir un petit peu plus tard. Donc, si on y va avec les partenaires. Donc, tout à l'heure, on mentionnait que dans la majorité de nos programmes, c'est vraiment là, la collaboration pour la concertation entre l'ensemble des partenaires là, qui fait la réussite là, des programmes. Donc, dans le PAGIC, on est vraiment aussi là-dedans. Donc, c'est la concertation pour la collaboration donc, entre l'ensemble des acteurs qui va vraiment être la clé de la réussite du programme et aussi le respect de l'expertise de chacun.
Et donc, qui sont les partenaires? Donc, on va avoir les procureurs de la poursuite de la Cour municipale, les percepteurs des amendes de la Cour municipale, les organismes communautaires, la magistrature et le réseau de la santé et des services sociaux. Maintenant, si je passe aux conditions d'admission, donc je vous ai listé là, les principales. Donc, tout d'abord, l'infraction pénale, donc le constat d'infraction doit être admissible au programme. Le défendeur doit avoir vécu ou vivre une situation de vulnérabilité sociale. Donc, on est vraiment là avec le critère de la vulnérabilité sociale là, pour juger de l'admissibilité au PAGIC. Donc, dans vulnérabilité, on inclut donc l'instabilité résidentielle, l'itinérance, les problématiques de santé mentale, toxicomanie. Mais c'est beaucoup plus large que ça. Là, donc, l'objectif, c'est de pouvoir viser un spectre là, quand même assez large de participants potentiels. Par la suite, donc le défendeur doit reconnaître ou ne pas contester le constat d'infraction et il doit être volontaire à s'investir dans une démarche d'éducation, de sensibilisation, de prévention, d'intervention, de réparation ou de réhabilitation. Donc, ça va être vraiment l'organisme communautaire qui va accompagner le participant durant la durée du programme. Donc, c'est l'intervenant de l'organisme communautaire qui va élaborer donc un plan d'intervention avec le participant, l'accompagner dans la réalisation de ces différentes mesures-là et aussi l'accompagner dans ses relations avec les acteurs du milieu judiciaire. Donc, le programme vise à réduire le phénomène des portes tournantes. Donc, on vise ultimement à ce que les participants ne se retrouvent plus dans des situations où est-ce qu'ils vont se voir émettre là, de nouveaux constats d'infraction. Bien que c'est pas impossible que ça arrive par la suite, mais c'est quand même un objectif qu'on vise. Et ultimement, donc, à l'issue du processus, à l'issue du programme PAGIC, ça va permettre de retirer les constats d'infraction ou d'effacer la dette judiciaire du participant. Maintenant, peut-être quelques exemples de mesures qui peuvent être réalisées dans le cadre du PAGIC. Donc, on peut faire, par exemple, un retour aux études, faire du bénévolat, conserver son logement, faire des démarches pour se trouver un emploi ou, de manière plus large, là, faire des démarches de bien-être relatives à la santé. Donc, on peut retenir aussi, c'est vraiment juste des exemples de mesures. Donc, l'objectif, c'est vraiment d'avoir des actions qui correspondent aux besoins du participant puis qui lui permettent d'améliorer sa situation, de travailler sur lui-même. Donc, il peut y avoir autant de mesures possibles que de participants au PAGIC. Là, donc, c'est vraiment là, très large aussi à ce niveau-là. Et donc, le PAGIC est déployé actuellement dans les cours municipales et il est disponible depuis quelques temps à Granby, à Gatineau, à Lévis, à Sherbrooke, à Saint-Jérôme, à Trois-Rivières et à Montréal, à Val-d'Or et à Québec. Donc, il y a quand même plusieurs cours municipales et il y en a plusieurs autres qui s'en viennent aussi là, pour la prochaine année et les prochaines années. Maintenant, pour poursuivre, peut-être vous donner une image un petit peu plus concrète de qu'est-ce que ça constitue un PAGIC, puis c'est quoi, comment est-ce que ça peut se concrétiser pour un participant. Donc, on a une vidéo qui a été réalisée par au début, là, quand j'ai commencé à être dans la rue, en collaboration. Mais avant que tu le mettes, là, c'est très sensible, sortez vos Kleenex. Oui. Donc, c'est ça, ça a été réalisé par la Coop des affranchis en collaboration avec Réseau 1635. Puis c'est ça, Audrey, tu m'enlèves les mots de la bouche, j'allais dire que c'est vraiment très touchant. Puis moi aussi, j'ai essuyé quelques larmes en l'écoutant, même si je l'ai vu plusieurs fois. Au début, là, quand j'ai commencé à être dans la rue, là, je m'en foutais pas à peu près. C'est très difficile. Tu es en survie. Quand tu as un pack-sac dans la rue, là, la police attend plus à l'œil que si tu étais un citoyen. T'sais. On consomme, on prend pas soin de nous, fait que là, ça se voit, ça. Puis les autres sont là pour surveiller pour pas qu'on fasse de gaffe, pour pas qu'on fasse de l'abus. Là, tu es couché sur un banc de parc, la sécurité, les autres du bloc appellent la police, puis ils vont dire, regarde, il y a un gars qui couche là depuis une semaine. Au lieu de nous demander de quitter les lieux, ben, ils vont te coller le syndicat. Puis ils vont dire, va-t'en, je vais plus te revoir ici. Quand tu es en situation d'itinérance, tout le temps, tu te sens tout le temps poursuivi, puis c'est plate. Tu pognes des étiquettes, tu t'en fous. Tu pognes des étiquettes, tu t'en fous. À un moment donné, là, il vient un temps où est-ce que, en tout cas pour moi, là, il vient un temps où est-ce que je m'en foutais plus, là.
J'étais plus capable de vivre avec ça. Là. Vivre la peur de ne pas être capable de me promener là, comme tout le monde. Alors, pour comprendre le PAGIC, donc qui est le programme d'accompagnement justice itinérance à la Cour, là, qui existe à la Cour municipale de Montréal, ce qu'il faut savoir, en fait, c'est que la Cour municipale de Montréal peut porter des accusations pour des gestes qui ont été commis donc sur l'île de Montréal, mais pour des gestes criminels, mais qui ne sont pas de grande ampleur, là. Donc, on peut parler de vol à l'étalage, de voies de fait, qui n'ont pas causé des séquelles importantes. On peut parler de méfaits, par exemple, sur des immeubles. Et donc, dans les personnes qui se retrouvaient accusées, on faisait le constat, en fait, qu'il y avait vraiment beaucoup de gens qui n'étaient pas de grands criminels, là, mais qui étaient des gens, en fait, qui se retrouvaient à vivre une grande précarité sociale. Donc, il y avait beaucoup de gens qui étaient des gens en situation d'itinérance, qui avaient des gros problèmes de consommation ou qui avaient des problèmes de santé mentale. Et on réalisait en fait que pour ces personnes-là, l'approche plus traditionnelle, là, que généralement on décrit comme étant poursuite, procès, prison, on se rendait compte que cette approche-là, elle était inefficace, là, et que les gens faisaient leur sentence de prison et ils se retrouvaient finalement à recommettre un crime puis à se retrouver devant nous. Donc le monde communautaire se disait ça n'a pas de sens à quel point ils reçoivent des contraventions et à quel point finalement c'est pas très utile parce que ces contraventions-là n'étaient jamais payées. Et donc, c'est le milieu communautaire là, qui a approché la Cour en disant « mais il faut essayer de mettre en place un programme qui va inciter les gens à se sortir de la rue en échange d'une annulation de leurs dettes. » J'ai décidé d'essayer d'aller quêter. Puis j'étais au Conseil de nuit, puis là, j'ai commencé à quêter, le monde passait. J'achalais pas le monde, j'étais pas agressif pour rien. La police est arrivée à mon ex ce soir, puis là, elle m'a dit « t'as pas le droit de quêter sur le coin ». J'ai dit « OK, c'est beau, pas d'un mot ». Il dit « attends une minute ». Fait que là, il a pitonné, puis il a sorti un papier, puis j'avais un beau ticket dans les mains, tu sais. Tu sais, t'as une pièce dans ton verre, là, puis lui, il va te donner un ticket de 75$ en plus. T'es en survie, tu veux manger, tu veux boire une bière, parce que c'est une maladie. Dans mon cas, il y en a qui vont prendre une bière, ils n'ont pas de trouble avec ça. Ça peut être la drogue, ça peut être n'importe quoi. À un moment donné, d'avoir des étiquettes, là, quand t'as pas de scène, comment veux-tu les payer, tu sais? Tu peux pas les payer. Bon. C'est pas dur à comprendre, là. Allô, moi c'est Nina. Toi, tu me disais au téléphone qu'on t'avait déjà parlé du programme PAGIC. Donc ça, c'est pour, dans le fond, pour des personnes qui ont eu une situation d'itinérance, comme c'est ton cas, puis qui éventuellement sont déjà rendues ailleurs, sont en processus de réinsertion, etc. Donc dans un premier temps, tu as une rencontre avec le procureur, où c'est que là, il va regarder avec toi, il va te poser des questions un peu le même genre que nous, on va regarder, c'est-à-dire un peu ton historique, qu'est-ce qui s'est passé, combien de temps ça a duré ta période d'itinérance et où c'est que tu en es rendu maintenant. Évidemment, le procureur va expliquer à la personne accusée « oui, on est là, on est content de mettre l'accent sur ta réhabilitation. Donc, on va t'encourager à faire des efforts, puis nous, on va le considérer à la fin quand on va suggérer au juge une sentence. On va dire « vous devez considérer tous les efforts pour donner une sentence plus clémente. » Mais on va également lui dire que nous, on considère aussi les conséquences que ça a pu avoir sur la victime et on va essayer de trouver ensemble une façon de peut-être réparer les torts causés à la victime ou réparer les torts causés à la collectivité. La première fois que j'ai rencontré la procureure, j'étais accompagné d'un intervenant de la clinique droit devant. Fait que je me disais, il ne peut pas rien arriver de grave. C'était pas comme quand je me fais arrêter, mettons, par la police. C'était vraiment différent. C'est le jour par la nuit. Là. Lui, il m'a accueilli, là, puis sans me juger, il a mis un programme en place, il me l'a expliqué comme il faut. Fait que j'embarquais dedans. Le deal, c'était de ne pas pogner d'autres tickets, de comprendre c'est quoi qui est bien et c'est quoi qui est mal. Puis là, tranquillement, là, hop, tu fais attention, tu y penses plus. Puis plus que j'embarquais dedans, plus j'étais à l'aise. Puis plus que je prenais conscience que la vie doit être vécue autrement de ce que je faisais avant. Ça va? Ça va bien, ça va? Oui, il va bien. Il va de mieux en mieux, sacrément, il est de colère, c'est le fun. L'impact, c'est que cette personne-là va d'abord et avant tout être mise en contact avec une équipe. Donc, elle va avoir réellement une personne qu'elle peut appeler, une personne qui est un peu spécialisée dans l'itinérance, donc qui connaît tous les refuges à Montréal, qui connaît les autres organismes communautaires. Donc, la personne va avoir accès à un réseau si elle n'y avait pas déjà accès. De façon générale, l'avantage d'être dans ce programme-là, c'est qu'on va réussir
à alléger l'ensemble de son fardeau judiciaire et d'offrir par la même occasion, s'assurer que la personne rentre dans un processus qui l'amène à sortir de la rue, à stabiliser des choses. Pour le volet criminel du programme, c'est aussi un potentiel pour éviter aussi la prison si la personne commet des bris ou elle accentue sa situation judiciaire criminelle. Au niveau des constats d'infraction, au niveau des tickets, souvent les personnes accumulent plusieurs centaines, plusieurs milliers de dollars en contravention. On voit que leur situation judiciaire s'améliore, on efface cette dette-là. On ne l'effacera pas 15 fois, on va l'effacer une fois, mais ça va être une chance quand même importante de fait. Donc, on s'imagine bien qu'une personne qui est sur le point de vouloir se sortir de la rue, mais qu'elle sait que dès qu'elle va avoir un salaire ou dès qu'elle va avoir quelques biens que ce soit qui va être saisissable, elle sait éventuellement que la ville va venir vouloir récupérer l'argent de ces dettes-là. Alors souvent, il y avait des gens qui nous disaient « mais ça me sert à rien de faire ces efforts-là. De toute façon, je vais travailler tout le reste de ma vie à payer mes contraventions que j'ai reçues quand j'étais itinérant. » De se faire dire « ben cette dette-là, elle va être annulée, on va te l'enlever. Donc ça vaut la peine de faire tes efforts. Ça vaut la peine de vouloir avoir un travail, de vouloir trouver un logement, de penser retrouver ton permis de conduire. » Aujourd'hui, dans le fond, on a 2 étapes ensemble. Donc, la première étape, c'est qu'on va se rencontrer juste pour faire un petit retour sur ce qu'on s'était dit il y a quelques semaines. Puis la deuxième étape, en fait, on va aller devant le juge ensemble. Pas de stress à avoir, là, c'est moi principalement qui va parler. Je vais expliquer, en fait, brièvement ton passé, l'historique plus itinérance. Puis surtout, là, on va mettre vraiment l'emphase sur ce qui va bien aujourd'hui, la stabilité. Après avoir présenté finalement ton parcours, on va demander la permission au juge, en fait, de retirer tous les constats d'infraction que tu as pu recevoir pendant la période d'itinérance. Que toi, tu avais d'autres choses que tu voulais me dire, que je puisse le transmettre? Merci. J'ai hâte de se finir, là. Ouais, c'est un gros fardeau, hein? Ouais, parce que ça fait... Bien, concernant l'efficacité du programme, c'est sûr qu'il ne faut pas oublier que ça demande une grande flexibilité de par la réalité de la rue qui est là. On va s'intéresser autant à des enjeux liés à de la consommation, à une absence de logement sur la tête, à des difficultés financières. On va s'intéresser à plusieurs facettes parce que c'est la réalité de la rue. En même temps, c'est souvent un très long processus, donc les personnes qui vont pouvoir intégrer ce programme-là, il ne faut pas se le cacher, doivent être quand même avancées dans un processus de réinsertion sociale. Quand j'arrivais à la cour avec la juge, bon, j'arrivais, je m'assis sur un banc là, à la cour, là, puis quand je m'assisais sur ce banc-là, ça allait pas bien. Là. Je vois-tu m'en aller en dedans, là, tu te remets en question, puis... Maintenant, en allant à la clinique le matin, qui boit à la cour avec toi, il te donne un café, il te met en confiance, puis on dirait que c'est comme la peur, elle s'en va pas, mais elle est plus douce. La peur est plus douce. Alors, les juges qui participent au programme PAGIC sont des juges qui le font sur une base volontaire, bien sûr. Le programme est très populaire au niveau de la Cour parce qu'on a l'impression dans le système judiciaire de faire une petite différence et de faire en sorte que ces gens puissent avoir un meilleur contact avec la justice, plus positif. Et pour nous, c'est exactement la même chose. On se rend compte des bienfaits et de la participation de ces personnes-là, de leur volonté aussi de s'en sortir et de ne plus commettre de délits. Alors, c'est un peu un volet, je dirais, gagnant-gagnant pour tout le monde. Puis là, ben, la juge, à un moment donné, tu te mets debout en avant de la juge, là, puis tu l'écoutes, là, puis j'ai amené des frissons, là. Ça a été le plus beau moment de ma vie, ça. Pour une fois, dans les 15 dernières années, là, il y a une juge qui vient me dire qu'elle est fière de moi. Et c'est quelque chose. C'est quelque chose, puis c'est beau à vivre. Je me sens plus jugé non plus. Moi, le jugement, ça fait partie de ma vie, hein, puis aujourd'hui, là, j'ai plus ce fardeau-là, ce sac-là qui est plein, puis qui me pèse sur les épaules. Non, je me sens libre comme un oiseau, là. Je me sens libre, je me sens bien. C'est ça le fun.
Bon, Elisabeth, je comprends pourquoi ils t'ont laissé le mot de la dernière bulle. Hein? Oui, ben c'est ça. Ben, je voulais juste peut-être faire une petite précision. Tu sais, le PAGIC de Montréal, ils ont vraiment été des pionniers là, en la matière. Là, donc, ils ont instauré le programme en 2009. Évidemment, nous, au ministère de la Justice, on est venu développer le programme quand même plusieurs années plus tard, puis on s'est vraiment beaucoup inspiré de qu'est-ce qu'ils faisaient. Mais il y a quand même des petites différences, là, peut-être avec qu'est-ce qui a été expliqué dans la vidéo, puis le programme PAGIC là, que je vous ai présenté, mais l'essentiel est tout de même là. Et voilà, donc suivant la vidéo, je voulais quand même compléter un tout petit point. Je mentionnais tout à l'heure que suivant le projet de loi 32 en 2020, donc on a développé en fait le PAGIC, mais il y a aussi eu des modifications à la loi, donc au code de procédure pénale en ce qui concerne l'emprisonnement pour non-paiement d'amende. Donc tantôt dans la vidéo, là, la procureure mentionnait un petit peu le processus là, poursuite, procès, prison. Là, donc les gens pouvaient être les gens en situation d'itinérance là, pouvaient être emprisonnés s'ils ne payaient pas leur constat d'infraction. Là, donc, c'était comme une ultime mesure là, qui était employée là, par les municipalités. Donc, en fait, là, maintenant, on est venu vraiment limiter cette possibilité-là dans la loi. Donc, depuis 2020, l'objectif, c'est vraiment d'empêcher l'emprisonnement pour non-paiement d'amende des personnes en situation de vulnérabilité. Donc, c'est l'article 347 du Code qui a été modifié, puis il prévoit désormais donc, que le juge ne peut pas imposer une peine d'emprisonnement et délivrer un mandat d'emprisonnement dans les cas de non-paiement d'amende. En fait, il peut juste le faire s'il est convaincu que le défendeur a, sans excuse raisonnable, refusé ou négligé de payer les sommes dues. Et donc, en fait, là, c'est reconnu que l'incapacité de payer une amende, ça constitue une excuse raisonnable pour ne pas payer finalement ces sommes-là. Et donc, là, les personnes en situation de vulnérabilité, notamment en situation d'itinérance, ne devraient plus là, faire l'objet de mandats d'emprisonnement dans ce type de situation-là. Donc, c'est le dernier petit point que je souhaitais mentionner. Merci, Elisabeth. Je me tournerai vers les questions en ligne ou en salle sur le programme PAGIC. Y en a-t-il? Oui, en ligne. Angélique Miliani demande, pour ce programme, les équipes font-elles appel à de la paire-aidance auprès des personnes très en marge de la société? Le fait qu'une personne venant de la rue ait bénéficié de ce programme et en soit sortie positivement pourrait avoir un impact important sur les personnes les plus fragilisées. Oui, tout à fait. J'ai pas nécessairement d'exemple de situation spécifique où ça a été appliqué, mais c'est vraiment le type de mesures qui sont possibles dans le cadre du PAGIC, puis je pense que ça peut être une excellente idée, en effet. Merci. Est-ce qu'il y en avait en salle? Aussi, quand Elisabeth disait qu'on respecte l'expertise de chacun, puis que je l'ai dit aussi beaucoup, ben les organismes avec qui on travaille sont vraiment spécialisés pour aider les personnes en situation d'itinérance. Fait que souvent, c'est des personnes qui ont vécu l'itinérance, qui viennent redonner à la communauté dans ces organismes-là. Ça fait que c'est vraiment super intéressant. Ça va ici? Alors, on s'en va vers la fin de notre congrès. Je vous demanderai peut-être d'applaudir vraiment chaleureusement nos 4. Merci Audrey Tournelle, merci Mélanie Vallée, merci Cynthia Price et merci Elisabeth Dufour.